Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod Ileroli et on est là pour vous faire l'analyse pronostique du combat de Nora Cornell contre Jocelyn Edwards, qui aura lieu à Houston, au Toyota Center, dans la nuit du 21 au 22 février. On va faire cette analyse. On va faire aussi une petite analyse aussi de Strickland contre Anthony Hernandez, Fluffy Hernandez. Ce sont les deux combats qui nous intéressent le plus, on va pas se mentir sur cette carte, parce que moi le main event m'intéresse énormément pour le coup, parce que ça va donner des réponses pour la suite de la catégorie. Est-ce que Strickland va être repropulsé une nouvelle fois au titre? Je ne sais pas. Est-ce que on va mettre un Anthony Hernandez justement dans la course au titre véritablement, en sachant que vu que Chimaev et Nassourdine veulent s'affronter, mais à la fois on sait pas trop, parce que en fait Chimaev il a l'air de pas être trop d'accord non plus, alors que Nassourdine lui le veut. Écoute, on sait jamais, on sait pas quoi demain il fait avec l'UFC. En plus, on sait pas si Chimaev il va défendre, s'il va monter. Enfin, c'est trop indécis. C'est ça. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est que si Hernandez remporte ce fight, il sera très bien positionné pour une chance au titre, en tout cas très rapidement. On sait pas si ça sera pour le prochain, mais en tout cas très rapidement. Et puis, le combat de Nora Cornell contre Jocelyn Edwards nous intéresse aussi parce que Nora Cornell est une combattante française du top 15 de sa catégorie. Et surtout, c'est un combat qui a déjà eu lieu, puisque c'est une revanche pour Jocelyn Edwards, étant donné qu'elle a perdu leur premier affrontement sur le premier UFC de Nora Cornell à l'UFC de Paris. Cet UFC que nous avons vécu de très près, puisqu'on était dans sa préparation. J'étais dans son coin et toi, tu étais aussi partie prenante de sa préparation. Donc c'est intéressant de revoir ce fight et de le redécortiquer. Justement au vu de la progression de l'une et de l'autre, de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui peut se passer entre les deux. Donc écoute, ça va être cool d'en parler. Avant de commencer, comme d'habitude, notre partenaire du moment, Import Fight, donc cette boutique internet de textiles et de matériel de sport de combat, que ce soit boxe, MMA ou grappling, avec des marques qui ne sont vendues en France que sur Import Fight, que ça soit Hit & Move, Primo, Corner ou Pitbull West Coast. Vous avez des marques de qualité, stylées, que vous pouvez donc acquérir sur ce site avec le lien qui est en description. Donc si vous voulez avoir du style en étant différent des autres, en sortant des sites habituels, des boutiques habituelles, n'hésitez pas. En plus, c'est des marques vraiment, enfin toi tu en parles souvent, le t-shirt Corner que tu mets énormément et moi aussi, et surtout Pitbull West Coast par exemple, cette marque, la dernière marque qu'ils ont eu en stock que je connais depuis longtemps, depuis des années 2010 où j'avais moi personnellement un Rashguard qui a tenu pendant des années, et ça c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours vrai. Non, franchement, c'est du matériel de qualité, donc n'hésitez pas. Et surtout, avec le code TATAMI10, vous avez 10% de réduction sur tout le site, donc n'hésitez pas, le lien est en description. On commence, une fois n'est pas coutume. On va commencer avec le combat de Nora Cornell contre Jocelyn Edwards, avec le Tale of the Tape. Donc Nora Cornell, c'est quoi? C'est 1m70 pour une allonge de 170,2 cm. Ratio parfait entre les deux, même taille, même allonge. C'est 9 victoires, 6 KO, 2 soumissions, 1 décision. Et 3 défaites, 3 décisions. Donc Nora n'a jamais été finie. Jocelyn Edwards, c'est 1m73, donc 3 cm de plus en taille, mais une allonge plus grande par contre, avec 177,8 cm. C'est 16 victoires, 7 KO, 4 soumissions, 5 décisions, et 6 défaites, 1 soumission et 5 décisions. Elle non plus n'a jamais été mise KO. Donc on vous l'a dit, c'est une revanche entre les deux combattantes. Nora avait gagné à la décision unanime le premier fight. C'était une victoire qui était méritée. J'ai revu le fight, honnêtement, encore une fois. Enfin, pour moi, il y avait pas photo entre guillemets, mais c'est une victoire quand même qui a été critiquée par pas mal de monde, par certaines personnes en tout cas, qui disaient que c'était une décision maison et tout ça, que Jocelyn Edwards aurait pu remporter le fight. Alors effectivement, c'est un combat qui a été accroché. Mais en termes de dégâts,
et même de positionnement dominante, tu vois, avec les prises de dos successives de l'une de l'autre. On peut pas dire qu'il y en ait une qui s'est vraiment, on va dire, démarquée, mais celle qui a été le plus près de finir, quand même, avec les genoux au corps, ça a été Nora. Donc sur l'ensemble du fight, même si tu fais pas du round pound, mais sur l'ensemble du fight, quand même, il y avait une légère domination quand même pour Nora au fil des rounds. Ouais, elle a été plus dangereuse. Voilà. Oui, c'est ça. Même si avec le recul, on sait qu'elle a quand même eu le plancher orbital qui a été fracturé suite au premier combat sur un crochet, enfin une espèce d'overhand crochet de Jocelyn Edwards. Donc ça montre encore la puissance de frappe de Jocelyn Edwards qui entre temps a été confirmée sur les fights qui ont suivi, parce qu'elle a eu une défaite contre Ailin Perez. Mais bon, Ailin Perez qui c'est une défaite qui vieillit bien parce que elle a très bien évolué au sein de l'UFC derrière. Mais une défaite à la décision d'ailleurs, si je me trompe pas. Et après, elle a enchaîné les finishes avec 2 KO et une soumission jusqu'à arriver à cette revanche. Quant à Nora, elle a enchaîné victoire-défaite, puisque oui, je crois qu'elle a fait une victoire juste après, et puis après ça a été effectivement un combat sur 2, et elle reste sur une défaite contre Carol Rosa. Donc si on suit la logique, tu sais, les logiques journalistiques, tu sais, victoire-défaite, si on suit cette logique, peut-être qu'il y aura une victoire sur ce fight contre Jocelyn Edwards. Ouais. Après elles ont pas eu les mêmes trajectoires parce que je pense que, en tout cas, je trouve que les adversaires de Nora ont été plus difficiles que ceux de Jocelyn. Genre les adversaires la série qu'elle a eue, pour moi, est plus difficile que la série de Jocelyn, hormis Ailin Perez, où là c'était un adversaire vraiment solide. En fait, les 3 finishes qu'elle a eu pour moi sont sur des adversaires qui sont en dessous. Écoute, je sais pas. Attends, tu sais quoi, je vais retourner parce que c'est vrai qu'on en a parlé juste avant. Mais quand tu me dis ça, quand je parle de en dessous, je parle pas, je sais même pas le classement. Je te parle en termes de niveau. Non, je parle pas de classement. On est d'accord. Je te parle pas de classement parce que en fait tu m'as dit, c'est vrai que on en a parlé juste avant. Tu m'as parlé de Jacqueline Calvacanti. Effectivement, pour Nora, c'est vrai. C'est vrai que Jacqueline Calvacanti, c'est une adversaire en plus qui avait déjà battu Nora, qui est un peu son némésis, tu sais, pour le coup, puisque c'est deux strikeuses d'élite, et donc il y en a une qui est visiblement juste légèrement meilleure et qui a su reproduire, enfin si j'arrive à capter internet un jour ou l'autre, mais qui a su reproduire un peu le schéma qu'elle avait fait dans le premier combat avec un knockdown et puis savoir capitaliser dessus. Mais en fait les autres adversaires, par contre, c'était pas un niveau extraordinaire non plus côté Nora. Tu vois, j'aimerais bien accéder à cette typologie. Carol Rosa, c'est fort. Carol Rosa, c'est fort. C'est fort stratégiquement. Effectivement, ça y est, j'y suis. Tout rejeté. Ok. Donc, de toute façon, c'est un adversaire en commun qu'elles ont eu parce qu'elle a aussi affronté Jocelyn Edwards. Carol Rosa. Ouais. Donc, on a Mullins. Donc Mullins, c'était une adversaire qui sur le papier était forte, mais pour le coup, il y a eu déjà le problème de gestion du poids, il y avait le problème de divorce, il y avait il y avait pas mal de choses qui ont fait que son camp il avait été déjà bien entaché sur ce fight. Après Jacqueline Calvacanti, ok, c'était une très bonne adversaire qu'elle perd, donc elle perd sur des split decisions. Ensuite, il y a Hailey Cowan. Hailey Cowan, c'était pareil, c'était une fille qui avait pas combattu depuis un moment, qui revenait de blessure et tout ça, donc le niveau il était pas extraordinaire non plus. Et Hailey Cowan, c'est l'étranglement. C'est l'étranglement, et que elle gagne le premier round, Hailey Cowan, de mémoire. C'est dans le deuxième où elle arrive à capitaliser et à passer dans le dos. Je sais plus, j'ai pas revu le fight, je te cache pas. Celui-là, je l'ai pas vu, ouais. Et ensuite, on a Carol Rosa qui est une bonne adversaire, hein, qui était classée dans le top 10 et qui finalement arrive à stratégiquement à l'amener au sol et puis à la dominer au sol sur les 2 derniers rounds, en sachant qu'elle avait Nora pris le premier round sur son travail
son travail violent de boxe taille en clinch et tout ça. Ensuite, Jocelyn Edwards, elle, si on va sur sa fiche, donc on a, elle a pris Ailin Perez. Donc Ailin Perez, on l'a dit, hein, qui pour le coup est au-dessus de Cavalcanti. Pour le coup, c'était une adversaire plus dur, donc elle gagne. Enfin, pour moi, Ailin Perez, je la mets au-dessus de Cavalcanti pour l'instant. Je sais pas ce que ça donnera pour la suite, mais c'est deux styles différents. Je sais pas. Ouais, c'est deux styles différents. Ailin Perez, c'est une excellente lutteuse, elle a un très bon sol et tout ça. Elle peut très bien dominer Cavalcanti sur ce domaine-là. Donc voilà, comme l'autre peut la dominer en striking. J'ai pas fait d'analyse, je vais pas dire qui pour moi gagne entre l'une ou l'autre. Ensuite, on a Tamirez Vidal. Effectivement, Tamirez Vidal, c'est pas un niveau extraordinaire, on va pas se mentir. Même là, je crois qu'elle a combattu, c'est au PFL qu'elle a combattu il y a pas longtemps. Non, c'est pas au PFL, c'est où qu'on l'a vu combattre il y a pas longtemps qu'elle a perdu. C'est mince. Moi, je l'ai vu combattre nulle part. Ou c'était au en Pologne, au KSW. C'est pas au KSW qu'elle a signé? Avec justement, si il y avait une combattante là qui est une des recrues, enfin une des têtes du KSW qui voit monter là petit à petit. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Je suis con. Tu m'en demandes trop, sur son nom. Mais si, je l'ai vu combattre il y a pas longtemps. Effectivement, c'est au KSW et c'était contre Victoria CGSK là. Tu sais, elle l'a battu body kick au round 1. Sur le dernier KSW où il y a. Non, j'ai pas vu. Où il y a Salah qui a combattu. Ensuite, Chelsea Chandler, ça reste une combattante classée de l'UFC. Et puis après, Priscilla Cachoeira, qui était aussi une combattante qui était redoutée par son punch de ce que j'ai vu. Et donc voilà. Bon, après, on va pas se mentir, hein, elle n'est pas sur non plus un ratio de victoire de ouf. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'était pas extraordinaire, mais pour moi, en tout cas, c'est kiff. C'est quand même équivalent. Et puis de toute façon, ok, les adversaires sont peut-être pas extraordinaires, mais elle les a battus avec la manière. Donc ça veut dire que quand même, elle s'est classée très au-dessus de ces deux adversaires, que ça soit Chelsea Chandler, ou Priscilla Cachoeira, parce que les deux, elle les finit au premier round. Donc sur les deux sur un crochet d'ailleurs. Donc crochet, ouais. Il y en a une qui tombe KO et l'autre après elle l'a fini en grand pound, mais ça s'est fini en 2 minutes 31 et 2 minutes 24. Contre Cachoeira, il me semble, elle prend un sale down. Hein. Qui Jocelyn. Jocelyn, elle prend un down? Ah oui. Elle prend une sale droite, elle prend une sale droite, elle tombe, après elle se relève, et elle la met KO dans la foulée. D'accord. J'ai vu le combat il y a une semaine. Je t'avoue que j'ai plus en mémoire ce truc-là. Mais bon, visiblement, elle a quand même Cachoeira, elle a quand même un pouvoir de KO qui est quand même plutôt intéressant et impressionnant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a essayé de la lutter très rapidement. De toute façon, il suffit de retourner voir son tapologie. Ouais, la meuf, elle a 8 KO sur 13 combats. Donc il fallait respecter quand même son punch. Donc ça joue après. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, franchement, pour moi, les deux, elles ont eu un niveau d'adversité qui est relativement similaire. Enfin, on peut pas dire que Nora a eu à affronter des meufs ultra classées, ultra fortes. Enfin, la plupart des filles qu'elle a affrontées, elles étaient pas dans le top. Hein. Donc elles ont le même nombre de combats depuis leur affrontement. Elles ont le même nombre de combats depuis leur affrontement. Ouais. Ok. Donc c'est pour ça, c'est ça qui est intéressant. Donc depuis, visiblement, elles ont appris à faire connaissance. Elles se sont, elles ont sympathisé après leur précédent combat et c'est justement Jocelyn Edwards qui aurait demandé sa revanche parce qu'elle n'est pas vraiment satisfaite de la décision qu'il y avait eu sur le premier combat malgré ça. Et vu que Nora est quand même classée dans le top 15 et classée au-dessus d'elle, si je ne me trompe pas de mémoire, j'ai pas noté. Elle est au-dessus d'elle. Elle est 2 places au-dessus, je crois. C'est une opportunité pour elle de grimper dans les classements et de laver sa défaite, puisqu'on sait très bien que c'est toujours intéressant justement de laver
de laver les défaites pour que pour pouvoir évoluer après se relancer en fait dans l'organisation. Les deux sont de bonnes boxeuses, pas des styles similaires, puisqu'on a une Nora qui est une combattante de Muay Thai, ça on le sait, elle le dit partout et c'est une réalité. Combattante de Muay Thai qui effectivement boxe beaucoup mieux avec ses jambes qu'avec ses poings. Elle a cette faculté, elle a une bonne jambe avant, donc pour monter avec dès que c'est des coups qui montent, tu vois, niveau high kick, tout ça, c'est sa jambe avant qui parle. Quand c'est des coups ligne basse, c'est plutôt la jambe arrière pour le coup, avec des low kicks qu'elle peut doubler, tripler, comme elle avait fait d'ailleurs sur le combat contre Jocelyn Edwards, où elle avait envoyé 3 low kicks d'affilée. Et derrière, par contre, quand elle boxe en anglaise, c'est plutôt pour aller alors elle a un peu d'anglaise, mais c'est plutôt pour aller chercher le clinch. C'est là où elle est la meilleure, c'est quand elle va saisir l'adversaire et pour faire parler et les coudes et les genoux. Et quel que soit le combat, on sait qu'elle va forcément aller chercher ce clinch pour le coup. Oui, et on voit qu'il est systématiquement efficace. Quand elle prend vraiment le clinch tie et qu'elle verrouille ses mains derrière la nuque, tu sais qu'il y a du dégât derrière. On l'avait vu, de toute façon, le premier combat où on l'a vu, c'était contre Edwards, justement. Il y a eu beaucoup de dégâts. Edwards, en regardant tous ses autres fights, elle a une difficulté particulière à gérer le clinch tie. Systématiquement, à chaque fois qu'elle est prise en clinch tie, c'est compliqué pour elle. Donc ouais, il faut mettre l'accent sur ça pour moi. Alors c'est compliqué pour elle, oui et non, parce que si tu te souviens du premier combat, la consigne que je lui donne en fin de deuxième round, c'est de ne pas rentrer justement au contact, parce que systématiquement elle prenait l'Araigoshi ou l'Ushimata qui la faisait chuter. C'est-à-dire que sa manière de gérer le clinch tie, c'était de venir et de mettre sa technique de hanche entre guillemets pour ce barrage pour justement faire chuter Nora et ensuite arriver sur une position dominante au sol. Il y a qu'à la fin dans le dernier round où elle arrive à la contrer sur cette amenée où elle la laisse, enfin tu sais, elle prend la distance, elle pousse avec ses hanches, mais si à chaque fois qu'elle venait au contact, systématiquement elle se faisait envoyer. Alors oui, il y avait de la réussite, oui elle l'a touché au corps, et on a vu que Jocelyn Edwards elle pouvait flancher, plier quand elle est touchée au corps, mais elle avait quand même cette faculté à venir et à l'emmener systématiquement. Dans tous les rounds, elle s'est fait amener au moins une fois avec cette technique de hanche. Ouais, de toute façon, tu vois, on parle en groupé ou tu veux qu'on fasse... là, on est sur la partie boxe. C'est comme tu veux. On peut rester sur la partie boxe, vas-y. Ok, bon, restons sur la partie boxe, on verra sur la partie lutte après. De toute façon, Nora, tu l'as bien décrit. Hein. Pour moi, sa force principale, c'est son travail en low kick qui fait mal quand même. Tu le vois, Jocelyn Edwards, en plus Jocelyn Edwards, elle prend les low kicks. Elle les prend bien. Elle bloque pas forcément. Et son travail en clinch. Elle est là, sa force. Maintenant, elle a un très bon bras arrière aussi. Jocelyn Edwards, elle est très ouverte. Elle est très ouverte. Là, en revoyant tous ses combats, il y a, dans tous les échanges, finalement, même quand elle touche bien, elle a pas ce réflexe. C'est un truc de fou, là. Je me faisais cette réflexion en voyant le combat. T'as l'impression que son bras, quand il part, il revient pas. À chaque fois, elle prend un contre en bras arrière. À chaque fois. Et un contre qui fait mal. Alors, elle est très solide, hein. Parce qu'elle a jamais pris de KO, donc ça prouve qu'elle est quand même très solide. Mais à chaque fois, elle prend une bonne frappe qui la freine. Juste même, elle recule la tête, tu vois. Et elle reprend un peu de distance avant de repartir. Mais il y a une faille sur ce bras arrière. Pour moi, il y a une faille des deux côtés niveau garde, parce que effectivement, c'est ce que j'ai noté plus tard dans mes propos là, mais je vais le dire tout de suite. Les deux ont une garde basse. Les deux prennent des frappes, les deux prennent des coups. On l'a vu d'ailleurs avec Nora contre Cavalcanti quand elle envoie le low kick et qu'elle prend le bras arrière, mais en fait elle a une tendance aussi à prendre les coups, alors plus sur l'angle. Tu sais, on va dire qu'il y a une Jocelyn Edwards qui prend dans l'axe et il y a Nora qui prend sur les crochets. Je suis pas forcément d'accord. Les seuls moments où Nora elle lève les mains, c'est quand elle est touchée. Tu regarderas systématiquement, elle va lever les mains très hautes quand elle est touchée. Alors elle a ce bon réflexe défensif de lever les mains très haut quand elle est sonnée. Mais par contre, avant ça,
elle envoie, et comme elle envoie et qu'elle qu'elle est volontaire dans le fait d'envoyer, elle a aussi une responsabilité défensive qui est pas extraordinaire. En fait, c'est la même chose des deux côtés. Ouais, oui, parce que quand elles envoient, elles envoient. Et c'est vrai que, pour revenir à Jocelyne, quand elle envoie, quand elle commence sa série, elle y va franchement, tu vois. Il n'y a pas de crainte du compte, justement. Et c'est là où elle prend le compte. Par contre, je suis pas vraiment d'accord sur le fait qu'elle prend que dans l'axe, Jocelyne. Elle prend énormément de crochets, overhand, etc. Énormément. Ouais. Ouais. Non, elle Oui, prend, enfin, oui, en fait, elle est quand je dis dans vraiment, l'axe, elle est c'est parce vraiment, que quand je dis dans l'axe, c'est parce elle prend des bras arrière, tu sais, tu vois, souvent c'est le bras qui va rentrer, justement, même si c'est un overhand. En fait, finalement, tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est le coup, il est descendant et elle le prend pleine face, quoi. Tu vois ce que ah je veux ouais, dire? elle le prend pleine tête. Non, pour moi, en responsabilité défensive, même si Nora, il y a des trous où elle peut prendre des frappes, je trouve que Jocelyn Edwards est plus ouverte encore. Ouais, je sais pas, moi, mais la seule chose où, niveau défensif, je trouve que Nora a un avantage, c'est justement quand elle est touchée, mais touchée durement, tu vois, où là, elle va lever les mains. Tu vois, contre Calvacanti, quand elle prend la première, et puis après, elle reprend encore un bras arrière derrière qui vraiment la sonne, c'est là où elle va vraiment mettre la tête dans les mains, et tu vois, elle va lever très très haut les mains. Mais sinon, en dehors de ça, je trouve qu'elle prend énormément de frappes aussi de la même manière. Surtout que j'ai trouvé qu'Edwards, elle avait beaucoup progressé sur la partie boxe. Déjà, je trouve qu'elle a un bon jab. En plus, elle a de la longe, donc elle travaille bien avec son jab. Et derrière, elle a un travail en crochet qui est quand même très bon parce que en plus elle a de la longe, mais c'est des crochets courts. Tu sais, enfin, quand je dis court, c'est pas court en distance, c'est court dans l'amplitude. Je vois Tu ce que sais, tu veux dire. elle a vraiment Hmm. comme un direct qui viendrait, tu sais, se courber au dernier moment pour venir toucher au niveau de la pointe du menton. Et quand elle commence à avancer, quand elle met sa vitesse de frappe et qu'elle commence à toucher dur, c'est là où elle va commencer à envoyer et les crochets et les uppercuts. En fait, elle va varier les angles, ce qui fait qu'elle elle a des facilités en fait à trouver justement des ouvertures et à déconnecter ses adversaires. On l'a dit sur ses deux derniers combats, elle a un crochet qui est dévastateur puisqu'elle elle a mis KO sur ses crochets. Bah, son Et comme dernier, elle hein. est très relâchée, elle a une boxe qui est très déliée, ce qui fait qu'elle prend quand même pas mal de vitesse sur les frappes. Je trouve qu'elle a vraiment progressé sur la partie boxe. De toute façon, il y a deux axes où elle a progressé, c'est sur l'anglaise et sur la partie lutte où pareil, elle a varié son travail. Donc on en parlera tout à l'heure. Et elle a aussi un très bon low kick parce qu'elle envoie pas beaucoup de jambes, mais par contre, elle a un low kick jambe arrière qui fonctionne très bien et qui vient au service finalement de son anglaise puisque ça permet juste de varier les hauteurs et puis de casser un peu tu sais la structure pour venir aussi placer son anglaise derrière. Ouais, en jambes, c'est vrai qu'elle envoie le kick. Alors, elle l'envoie bien, ça dépend contre qui. Elle l'envoie bien contre des personnes qui sont pas habituées, enfin qui, tu sais, qui les bloquent pas, et elle les envoie en isolé. Par contre, oui, Oui. si tu laisses ta jambe et que tu bloques pas, elle va te découper, ça c'est sûr. Je pense pas que ça va être quelque chose de gênant dans ce combat. Quoique, en fait, je te parle de low kick, mais en fait, je reprends mes notes là. Et Et front il y a kick. aussi front kick, genou et middle kick. C'est vrai elle a Oui, quand même oui. une variété de kicks quand même Non, non, qui a non. augmenté. Les Ouais, middle, ils sont puissants. Les middle, ils oui, sont c'est ce que puissants. j'allais finir sur ça, ouais. Elle envoie beaucoup de types. D'ailleurs, bah, comme elle est assez grande, ça lui permet de donner. En plus, surtout, elle est assez précise, je trouve. Tu sais, il touche bien au niveau du ventre, avec les Mm. orteils, etc. Les middle, pareil, c'est assez précis, mais pareil, tu vois, c'est assez isolé, je trouve, les kicks qu'elle envoie. C'est pas vraiment construit. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas construit. On sent que elle dissocie vraiment la partie boxe anglaise de la partie kick. Tu Voilà, sais, c'est ça ça. C'est pas dans un en fait enchaînement. c'est typique des gens qui n'ont pas fait de la boxe pied-point, mais qui ont rajouté en fait à l'anglaise, qui ont rajouté des kicks. Par contre, on sait que Nora, parce que tu parlais des frappes au corps de Jocelyne où elle pouvait plier, mais Nora aussi. Quand elle prend au corps, on sait que ça lui fait mal. On l'a vu. Bah, quand on a travaillé avec elle, hein, de toute façon même dans le camp, hein, les frappes au corps c'est quelque chose qui la gêne énormément et ce genre de front, ce genre de type, ce genre de genou, ça peut lui faire du mal. Après, malgré ça,
C'est quelqu'un qui a un gros mental, donc même si elle est touchée, de toute façon, elle va pas s'effondrer là-dessus. Elle va continuer à avancer, elle va serrer les dents et elle va avancer là-dessus. Mais ça use avec le temps. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est qu'il faut voir sur la durée, voir à quel point ça peut user. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais encore une fois, je pense que c'est des armes dont elle a les défenses, tu vois. C'est comme je te dis, le fait que ce soit en isolé et que ça soit pas vraiment construit, quand t'es habitué à boxer en pied-point, c'est des choses que tu peux gérer. Ouais, à voir, à voir. Moi, pour moi, le plus problématique dans dans ce que propose Edwards debout, c'est quand elle boxe à distance. Tu vois, c'est quand elle Avec boxe son avec son allonge. jab, justement, avec son allonge et justement qu'elle rentre pas trop. Là, ça devient plus problématique. Maintenant, en fait, Nora, elle a des très bonnes explosions vers l'avant. Tu vois, elle est habituée à rester plus loin et exploser vers l'avant. Elle peut la surprendre sur ça. Mais pour moi, la zone la plus dangereuse sur la boxe pour Nora, c'est ça, c'est la distance longue. C'est si elle arrive, par exemple, à la mettre sur le reculoir, plutôt dos à la cage et la boxer d'ici, là, ça serait plus compliqué. En fait, tu vois, sur le combat contre Cavalcanti, quand elle se fait toucher, c'est sur une phase comme ça. Cavalcanti, elle boxe bien en ligne, Hum elle a fait reculer et quand elle est dos à la cage, c'est plus compliqué. Je sais pas si Edwards, elle a le niveau en boxe pour faire ça. Ça serait la zone la plus dangereuse pour moi. Bah, je suis d'accord avec toi. Après, le truc, c'est que pour contrer ça, effectivement, tu as parlé des explosions de Nora, et c'est vrai. Le problème, c'est que ces explosions l'amènent pas à boxer, mais l'amènent à clincher. Tu vois. Et Hmm. encore une fois, si on arrive dans le clinch, pour moi, si elle a pas travaillé suffisamment les défenses de lutte, notamment du judo de Cavalcanti, n'importe quoi, de Edwards, je pense qu'elle se retrouvera dans une situation où encore une fois, elle va se faire amener au sol et il y aura du temps de capitaliser au sol. Surtout comme je t'ai dit, il y a de l'évolution en plus dans le jeu d'Edwards qui lutte toujours, mais qui lutte toujours en étant collé. Elle aime bien cette distance. Tu vois, elle va pas shooter de loin, mais par contre, elle va venir te faire des crochetages ou des body locks. Elle a changé en fait. Elle a étoffé son jeu à ce niveau-là. Donc le souci, c'est ça, c'est que à distance, il y a le jeu de kick de Nora, mais qui n'a pas vraiment payé sur le premier fight. Parce que ce qui a vraiment payé en fait sur le premier fight, c'est les genoux. C'est vraiment le travail de En genoux. fait, Et encore, qu'elle a eu du mal à mettre en application, elle a réussi à la mettre en application quand elle a réussi à mettre Edwards dos à la cage. Mais quand elle était oui, elle c'est dos à dos la à la cage, cage. oui, mais quand elle était dos à la cage, ce qui arrivait quand même relativement souvent, à ce moment-là, elle n'arrivait pas à mettre ses genoux parce qu'elle essayait de les mettre Mhm. à la tête. Et sauf que en fait, Edwards, elle était hors de distance. Et donc c'était du temps et de l'énergie de perdu en fait au lieu de venir et d'essayer de tu sais de lutter et de la remettre dos à la cage. Après je pense qu'elle a progressé sur tout ce travail-là entre temps. Elle fait moins les erreurs qu'elle faisait avant, c'est-à-dire d'essayer de striker pour striker. Et enfin, à la fois elle fait moins les erreurs, elle a les armes, et à la fois elle veut tellement en découdre que des fois elle en oublie qu'elle doit plus faire ses erreurs. Tu vois, et que elle veut tellement striker qu'elle veut toujours mettre un maximum de genoux, un maximum de coudes. Ça, s'il y a bien un truc que j'espère qui a changé entre son dernier combat et celui-ci, c'est ça. C'est le fait de sortir de ces paradigmes. Tu sais, parce que tu sais, il y a un truc que j'avais remarqué et qui, pour l'instant, en tout cas, de ce que je remarque dans les combats, n'a pas changé, c'est que elle fait tout bien à l'entraînement. Tu vois, tu vas lui montrer comment faire, mettre les bras sous les aisselles, renverser, remettre le dos à la cage, venir boxer à distance, travailler avec son anglaise, travailler sur la mi-distance. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et puis après, quand on arrive dans le fight, en fait, chasser le naturel, il revient au galop. Et quand il revient au galop, et ben en fait, elle repart dans ses travers. Et surtout quand il y a une domination de l'adversaire. Et là, il y a tous les voyants qui pètent. Et puis on repart tête baissée, et on avance en oubliant en fait le travail fait durant le camp.
Et c'est ça, moi, qui peut m'inquiéter, c'est que avec tout ce qu'elle a travaillé jusqu'à aujourd'hui, elle a les armes pour effectivement mettre à mal une Jocelyn Edwards. Mais j'ai peur que si à distance longue, avec son allonge, Jocelyn arrive à la mettre à distance, enfin, tu sais, à la mettre en respect avec son jab, à envoyer quelques crochets qui vont faire mal, parce qu'elle fait mal. Bon, tu sais, il y a, je rappelle, toujours plancher orbital pété dans le premier combat. Donc il avait, enfin, ça l'avait handicapé puisqu'elle le voyait plus, elle voyait plus de son œil, enfin, tu vois, ou elle voyait trouble. Derrière, si elle casse la distance et qu'elle se retrouve avec une Jocelyn Edwards qui va mettre en place sa lutte et qui va l'embêter, j'ai peur qu'elle revienne à ses, enfin, tu sais, à ce mode panique où elle va envoyer tout ce qu'elle peut pour essayer de la finir et puis de venir la clincher et puis en fait revenir, en fait toujours ne pas avoir cette lucidité de rester à la bonne distance justement pour faire ce qu'elle doit faire pour combattre une Jocelyn Edwards. Parce que pour moi, tu disais tout à l'heure, je pense qu'elle doit clincher. Moi, je suis pas d'accord. Je pense pas qu'elle doit clincher. Je pense qu'elle doit venir à une distance plus rapprochée, plus courte, effectivement, mais pas forcément venir au clinch et pas forcément rester à la distance longue. C'est-à-dire envoyer ses jambes, venir boxer mais casser la distance, tu vois, et ensuite ressortir et repartir sur l'explosion, mais boxer, ressortir, tu vois, exploser, boxer, ressortir. Pour le coup, parce que le clinch, moi, je suis pas convaincu. en tout cas, sauf si elle a progressé sur ses défenses du judo de Jocelyn Edwards, pour moi, elle va se retrouver dans des situations délicates. Ou alors, faut que ça soit elle qui la lutte. Tu vois, quand je dis faut que ça soit elle qui la lutte, c'est-à-dire qu'elle vienne pas au clinch, mais quand elle vient la coller, c'est pour la lutter. C'est pour la lutter et essayer de la mettre sur le dos. Parce que sur le dos, je pense que si elle arrive à mettre Jocelyn Edwards sur le dos, elle pourra gérer son fight, quand même. Alors, il y a cette option, c'est vrai. On a vu qu'elle l'avait mis en place d'ailleurs dans le premier round contre Cavalcanti. Tu vois, où elle est venue la coller et la lutter. Moi, je reste convaincu que la meilleure solution, c'est le clinch. C'est là qu'elle va lui faire le plus de dégâts. Le truc, c'est que l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a déjà vécu, elle sait déjà ce qu'elle va faire. On connaît les armes de Jocelyn. Même si elle a progressé sur certains domaines, ses armes restent principalement les mêmes. Et ses armes sont contrables. Et dans plein de ses combats que j'ai vus, elle finit par se faire prendre le dos justement sur ses amenées à elle. Où elle part, et tu sais, elle part toute seule. Et en fait, au moment où elle engage sa projection, t'as juste à passer sous son aisselle. Il y a plein de combattantes qui l'ont contré. Tu peux lui prendre le dos sur ça. Donc en fait, Oui, une c'est fois pour que ça tu le qu'elle a sais, progressé. une fois que tu le Vas-y. sais, une fois que tu le sais, il y a possibilité de le faire. Maintenant, tu l'as dit. La première fois, ça avait fonctionné quand elle l'avait mis dos à la cage. Je pense que la solution, elle est là. C'est que dans un premier temps, la faire reculer. La faire reculer un plus possible pour la clincher quand elle est dos à la cage. Parce que c'est plus difficile après de lancer ses mouvements quand t'es dos à la cage. Pour moi, la solution, elle est là. C'est la solution la plus facile, entre guillemets, pour trouver le finish, même si paradoxalement, ça peut être la plus risquée aussi parce que tu rentres dans un jeu. En fait, la force des deux se retrouve pile poil au milieu. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, mais c'est ça. En fait, c'est ça qui est dur dans ce combat-là. C'est ça qui est dur parce que en fait, il y a les deux ont une possibilité de contrer l'autre et on doivent, enfin, en fait, doivent nécessairement imposer leur jeu, en fait, leur force. Mais leur force est tributaire et aussi leur faiblesse entre guillemets, c'est-à-dire dans le chemin dans lequel elles doivent travailler leur force, c'est aussi dans la force de l'autre. Donc tu vois ce que je veux dire. Et si t'es faible dans ce domaine-là, bah c'est à celui qui sera le plus faible dans le domaine de défense. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que Maintenant, tu viens au clinch, c'est ta force, mais si t'arrives pas à défendre le judo, c'est ta faiblesse. Tu vois. ouais, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, si on prend en compte que les dégâts priment, je pense que elle va faire bien plus de dégâts au clinch que Jocelyn si elle l'amène au sol. Honnêtement, je pense pas qu'elle va faire grand-chose. Honnêtement, on a vu ce que ça donne. Je pense pas qu'il y ait une progression de fou. Tu parles de progression en lutte. Je vois pas forcément de progression au sol. Je vois pas quelque chose de différent, tu vois. Ouais, alors après il y a le dégât, et après il y a le temps de contrôle, c'est-à-dire que il faut que Nora ait le temps de faire du dégât debout pour arriver à capitaliser et prendre le round. Mais même si tu mets une grosse frappe, tu sais, en début de round et que tu te fais amener,
tu perdras le round de la même manière. Tu vois, c'est ce qui s'est passé avec Carol Rosa. Elle l'a emmené très rapidement dans le 2 et dans le 3. Et derrière, parce qu'il y a un blueprint maintenant. Enfin, tu sais, les gens sont pas fous. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Ouais. Là où Alors, je te dis, si on passe sur la partie le lutte, blueprint, il y était depuis le début, le blueprint. Tout le monde sait qu'il faut amener au sol quand la personne vient du mouet. Le truc, c'est que Jocelyn Edwards, elle a pas la lutte de Carol Rosa. D'ailleurs, quand elles sont affrontées, elle a mais subi attends, ce que Nora a subi, Jocelyn Edwards, enfin la lutte contre de Carol Carol Rosa. Rosa, on peut pas, enfin quand elle a amené Nora au sol, on va pas parler de Ramzat Chimaev. Hein. Elle est arrivée, elle a fait un double leg. Hein. Elle l'a pris dans le temps, elle lui a fait un double leg, elle est tombée. Enfin, Je tu suis vois ce que je veux d'accord. dire, c'est pas non plus, c'est pas, là on parle pas de lutte d'élite pour la faire tomber. Là pour le coup, elle est tombée assez facilement. Mais je suis Euh, d'accord. Mais ce que je veux te dire, c'est que Jocelyn, quand elle a affronté Carol, elle est tombée de la même manière. Elle l'a lutté oui, pendant oui. 3 rounds. Mais Non, non, mais là-dessus on est d'accord. Mais regarde, là où je te dis qu'elle a progressé, si on parle sur la partie lutte, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait plus que son judo d'ailleurs, son judo pour les puristes, c'est qu'elle vient prendre le bodylock et elle vient crocheter. En fait, elle crochette pour tomber au-dessus de l'adversaire. mhm. C'est-à-dire qu'elle limite donc le fait de se faire prendre le dos. Je pense qu'elle a compris que de toute façon, son Araigoshi ou Shimata, c'était quelque chose qui pouvait être risqué, même si elle le fait vraiment très bien et qu'elle continue à le faire. Ça marche très bien. Hein. Eileen Perez, elle lui a fait, ça marche très très bien. D'accord. Et c'est en fait quand tu parles qu'elle s'est fait prendre le dos, c'est surtout quand elle a combattu contre Eileen Perez. C'est là où elle s'est fait prendre le Non, dos. non, non, dans d'autres combats. Bah, t'as Ça, remonté ça, jusqu'à où? Parce que moi, je suis resté sur les combats depuis le combat de Nora en fait. Je me suis basé que là-dessus. C'était juste ce qui ça m'intéressait arrive. parce que c'est l'évolution. Attends, je regarde. C'est la seule. Continue. Mm. Non, non, c'est pas la seule parce que Donc, depuis ce je vais te combat, dire, je vais te depuis, dire, je vais te moi, dire. pour moi, il y a Kaline Perez. Vas-y. Et donc, depuis, elle s'est mise à crocheter pour arriver par-dessus, enfin, au-dessus de l'adversaire. Tu vois, arriver en position, en top position directement grâce à ses crochetages. Et donc, c'est vraiment ça qui a amélioré pour moi en soi sa lutte. Parce qu'elle Ah le bah fait très bien, en fait. c'est contre Vidal. C'est contre Vidal. D'accord, contre Vidal. Ok. Peut-être, j'ai plus en Parce que mémoire. ça va au 3e round contre Vidal. Donc oui, ça peut être que ce combat. Oui, et puis après, elle finit par l'étrangler à la Ouais. fin du 3e round. Donc, donc oui, au début du round, au début du match. Oui, je m'en souviens. Au début du match, c'est un peu serré à ce niveau-là. Et puis après, plus le match avance, plus elle lui fait mal debout. Parce qu'après, elle lui a vraiment fait mal debout. Et plus elle l'a usé, et plus elle a pu ensuite l'amener au sol, justement, pour ensuite capitaliser, arriver à lui prendre le dos et l'étrangler. De mémoire, c'était ça. Effectivement, t'as raison. Euh, et donc, au sol, elle a quand même une bonne stabilité. Elle envoie son grand endpoint. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, elle a de la réussite pour aller cheminer vers le dos, on l'a vu, hein, et mettre l'étranglement, même si elle le réussit pas toujours, mais on l'a vu contre Nora dans le premier combat où elle a réussi à lui prendre le dos. On l'a vu là contre Vidal où elle l'étrangle. Elle a quand même cette faculté quand même à y aller et à se déplacer au sol, tu vois, de la bonne manière. Tu vois, elle suit bien les mouvements de l'adversaire pour aller au sol. Quand elle est dos au sol, elle a une bonne faculté à se relever. Elle a un bon dogfight, bras sous l'aisselle. Le chemin il est très clair. Elle Mhm. remonte. C'est pas forcément facile de la stabiliser au sol. Et elle a des bonnes défenses de soumission aussi. Hein. On l'a vu contre Nora quand elle s'est fait attaquer le dos et pour l'étranglement, elle a su parfaitement comment défendre. Elle a pas un sol d'élite, mais elle a un sol suffisant et surtout un sol simple et clair. Enfin vraiment pour le coup, elle fait peu, mais elle fait bien ce qu'elle fait en tout cas. Ouais, c'est bien résumé. Y a rien de. On peut pas dire que c'est une grappleuse, mais elle sait quoi faire. C'est ça. Quant à Nora, elle, eh ben donc elle a un sol instinctif. Tu sais, je le redis et je le redirai, et c'est ce que je lui avais dit. De toute façon, elle a un bon instinct pour le sol. Elle sent bien les mouvements de l'adversaire. Elle sait quand est-ce qu'il y a une possibilité, tu sais, Déséquilibre, de etc. Ouais. renverser. Mhm. Voilà, de gérer sur l'équilibre. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'elle a appris grâce au clinch mouet, où tu sais, où t'as cette sensation quand même, tu sais, de basculer un adversaire et de comprendre quand il y a un système d'équilibre, déséquilibre.
et elle a su bien le transposer au sol. D'ailleurs, contre Hailey Cowan, là, quand elle passe derrière le dos aussi, enfin, tu vois, directement, elle a cet instinct. Quand elle le fait aussi avec Edwards dans le premier fight, où elle arrive à cheminer dans le dos, elle le fait très bien. Elle a ce truc instinctif. Par contre, elle se repose et est très puissant. Ouais, de toute façon, on le redira à chaque fois, c'est quelqu'un qui est très puissant. Dans cette catégorie-là, elle doit faire partie des combattantes les plus puissantes de la catégorie. Et elle sait en jouer. Sauf quand l'adversaire arrive est meilleur techniquement, en fait. Sait s'installer, sait se positionner et sait descendre son centre de gravité pour justement éviter de se faire renverser de cette manière-là. Et c'est là où on voit après, et on l'a vu contre Rosa, où là, il y a pareil, encore une fois, des erreurs. Et c'est ce que j'avais dit, j'espère qu'elles seront corrigées parce que elle a travaillé son sol depuis la dernière fois. C'est pour le coup, elle s'est beaucoup entraînée à la Gracie Barra, donc avec Julien. Pour le coup, donc je la vois, elle est sur les 10-10 et tout ça. Elle a pris son sol en main, donc on va voir la différence là, on va voir l'évolution de son sol justement sur ce fight-là. Mais jusqu'à maintenant, il y avait trop d'erreurs. Trop d'erreurs, et ça je le redirais, elle me l'a reproché, mais bon, c'est pas grave, c'est une réalité. Les épaules au sol, elle sort pas les hanches du bon côté, elle met pas le bras sous l'aisselle, elle s'acharne sur des soumissions qui n'en sont pas, elle va venir frapper là où elle devrait utiliser ses bras plus pour essayer de recomposer quelque chose, elle va pas forcément aller au bout de son action, elle va entamer, si elle voit que ça bloque, elle va des fois s'arrêter. En fait, si elle est dans une posture un peu délicate, on sent qu'il y a un manque de technique, il y a un manque de chemin. Et en fait, quand quelqu'un arrive à annihiler ta force, parce que c'est le but du jiu-jitsu brésilien, de toute façon, c'est le but du sol. Quand on arrive à annihiler ta force, après, si tu manques de technique, t'as plus de solution. En fait, c'est la technique qui va compenser la force. La force, ça vient en dernier recours. La force est au service de la technique, pas l'inverse. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, en fait, si elle avait pas le bon timing ou si son adversaire elle était pas stable, enfin si elle avait le bon timing, son adversaire pas stable et qu'elle pouvait faire parler sa puissance, ça marchait. Par contre, quand t'as une adversaire qui sait s'installer et qui sait bien se positionner, là ça ne marche plus et là elle est condamnée à rester au sol, dos au sol tout le reste du round, quoi. Mais est-ce que c'est le cas de Jocelyne? Eh ben écoute, la dernière fois c'était pas le cas puisque elle a réussi quand même à la renverser. Même si, si on revoit le fight et de mémoire, Jocelyne a quand même cette capacité à sentir quand même quand tu vas la renverser et elle arrive à te repousser d'un quart de mètre systématiquement pour te remettre quand même sur le dos. Elle a réussi à le faire quand même régulièrement. Alors elle peut pas le faire ad vitam aeternam, mais elle a quand même réussi à capitaliser quand même pas mal sur ses amenées au sol. Ouais, maintenant, moi, je pense qu'actuellement, elle peut plus la contrôler aussi longtemps. Je pense que même sans parler de sol, juste sur le fait de se relever, tu vois, de la compréhension pour se relever, etc. Je pense qu'elle peut pas la contrôler comme lors du premier combat. Honnêtement, de ce que j'ai vu de Jocelyne, tu vois, il y avait un différentiel de niveau au premier combat parce que plus d'expérience dans le MMA pour Jocelyne. Je pense que le retard, il a été fait. Ne serait-ce qu'en expérience, tu vois. Donc pour moi, au sol, alors je te parle même pas de soumission parce que j'y crois pas une seconde. Quand tu vois le combat contre Rosa et les positions dans lesquelles elle se retrouve, parce que contre Rosa, Nora elle prend fort hein. Sur le dernier Mhm. round. Franchement, c'est chaud. Hein, le dos, quand le dos est à moitié pris, là, qu'il y a le grand endpoint qui vient, tentative d'étranglement, etc. Tu vois, si tu te tapes pas sur ça, que t'arrives pas à la finaliser sur ça, j'ai du mal à voir Edward se retrouver dans une position comme ça. Elle s'est retrouvée dans son dos dans le premier fight. Mais bon, on l'a dit, Oui, c'était dans le premier fight. voilà. Maintenant, Non, mais même si elle se retrouve dans son dos, il y a aller dans le dos, mais après il y a se faire soumettre. On est d'accord. voilà. C'est deux choses différentes. Même si elle se retrouve dans son dos, j'ai beaucoup de mal quand même à la voir la soumettre. Ouais.
Après, c'est pas forcément le fait de soumettre qui t'apporte le round, enfin qui t'apporte le fight. Oui, bien C'est sûr. vraiment ça. C'est juste capitaliser et arriver à mettre son grand endpoint. Donc oui, non, mais c'est vrai que de toute façon ces 3 défaites, c'est la décision. Elle s'est jamais fait finir pour l'instant, Nora. Donc on sait, elle a un mental, elle résiste, elle Mais va pas Jocelyne non lâcher. plus, c'est ça? Je pense Je, que je- comment? Jocelyne, elle a jamais été finie. Jocelyne n'a jamais été finie. Si, elle s'est fait soumettre une fois. Ok. S'est fait soumettre une fois. Maintenant, alors attends, parce que si tu me demandes précisément sur quoi elle s'est fait soumettre, je peux te Oh, dire ça. Il faut que tu me ça laisses doit une seconde. remonter. Eh ben, je vais te dire ça. Écoute, laisse-moi juste le temps. Je suis déjà sur le Tapologie. Alors, défaite. Alors, c'était en 2015. Elle s'est pris un Juji de Maury Marcano Gonzalez et c'était dans une organisation l'UCC. Mais c'était son 3e combat. C'était Ouais. son 3e combat en carrière. Même non, je te dirais même mieux, c'était son 2e combat pro. Donc parce que son premier combat c'est un combat amateur. Donc c'était son 2e combat pro. Effectivement. D'ailleurs c'est sa Ok. seule défaite. Enfin, tu sais, elle avait une victoire, elle a eu 7 défaites là, et après elle a enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires avant de reperdre à la décision au LFA. Carole Rosa, décision unanime. C'était en 2021 quand même, Carole Rosa. Ouais, elle prend Carole Rosa, mais à un moment où elle était plus jeune. Parce que Carole Rosa, je crois que de mémoire, elle avait pas combattu depuis un moment avant de raffronter Nora. Attends, je te dis pas de bêtises. Ouais, ça, je sais Ah pas. non, j'ai rien dit. Elle fait janvier, elle avait perdu contre Aïdine Perez justement, Carole Rosa, et après elle avait affronté Nora Cornell. C'était janvier 2025 et août 2025. Donc non, je te dis une bêtise, je confonds avec Hayley Cowan. Donc voilà. Donc ouais, de toute façon, cette analyse, elle est un peu à l'image du premier fight. Ça veut dire, c'est serré. Honnêtement, c'est Ouais. serré. Les deux ont des armes à faire valoir. Euh, En plus, maintenant, les deux se connaissent. Tu vois, sont déjà affrontés. Donc, je pense que la stratégie, elle est assez claire d'un côté comme de l'autre. Elles connaissent les forces et les faiblesses de l'autre. Euh, Franchement, en fait, là, c'est vraiment un combat stratégique pour moi. Qui va venir avec Hmm. la bonne adaptation stratégique? Je suis d'accord. Ça serait quoi, à ton avis, les bonnes adaptations stratégiques pour l'une comme pour l'autre? Bah, moi, je t'ai dit, pour moi, le cheminement pour Nora, c'est de lui faire beaucoup de dégâts en clinch. Maintenant, le cheminement stratégique, il serait dans le fait d'avoir trouvé ce contre à ce hanché là de judo. En fait, il est là parce que je pense que si elle arrive à la contrer sur ça, c'est fini. C'est fini en fait pour Edward. Hmm. Et Ouais, je suis Edwards, d'accord. Enfin, Edwards a c'est peut-être. fini. Attention, faut pas minimiser non plus la boxe. Hein. Non, Enfin, non, tu oui, sais, je bien trouve sûr, que bien sûr, tu bien sûr. minimises vachement la boxe quand même Non, d'Edwards. attends, ce que Parce je veux dire, que c'est que ça a été un combat quand même contre Edwards. Tout ce qui s'est passé à distance, c'est pas à 100% pour ouais, mais Nora. ce Ah que je ouais. veux dire, c'est que à partir du moment où t'es au clinch, il y a plus de boxe. Donc, si t'as le contre Voilà. de ce hanché, si tu trouves le contre pour ce hanché, que t'as plus de crainte d'être au clinch, dans ce cas-là, tu peux vraiment te livrer et aller faire ton travail collé. Maintenant, là où j'allais finir, parce que monsieur me coupe la parole, c'est que Excusez-moi. Mais je revenais sur ce que tu disais tout à l'heure. Je suis désolé. le truc, c'est que Jocelyne, pour moi, elle a deux options, on va dire. Elle a cette option debout où elle arriverait à imposer ce combat à distance avec son jab. Et elle a celui où elle a où elle arrive à imposer sa lutte et être en top position. Mais elle peut très bien imposer cette distance, cette longue distance. Et d'un autre côté, elle se ferait quand même découper les jambes par Nora. Ben, tu vois, justement, moi, ce que je pense, c'est que, effectivement, il faut, enfin,
Nora, elle envoie des low kicks, mais bon, tu peux les encaisser quand même. Tu peux les encaisser. Jusqu'à maintenant, il y a personne qui a changé de garde sur des low kicks de Nora. Tu vois ce que je veux dire? Elle a eu un bon middle, elle a réussi à toucher Cowan, pas Cowan, Non, c'est Mullins. high kick. Tu sais, avec son middle. Oui, non, le high kick, c'était après, high kick. au début. C'est le high kick au genou. début. Oui, c'est ça. Ouais, bon, bref, donc. Ouais, elle touche au corps et après, elle envoie c'est un genou qui la la touche. C'est ce que je dis, c'est un middle. C'est un genou qui la touche au corps. C'est un genou. Putain, ah ouais, j'ai revu les combats, mais je te jure, il s'est passé tellement de choses. En fait, on devait enregistrer pas là. On devait enregistrer plus tôt. Et pour le coup, je te jure que j'ai zappé quelques détails. Il s'est passé trop de trucs dans ma vie là, ces derniers jours. Ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas, sur les low kicks, elle a jamais fait changer de garde personne. Pour moi, ce qu'elle devrait faire, Edwards, c'est vraiment accepter de prendre quelques low kicks, faire comme a fait Calvacanti, c'est-à-dire capitaliser sur le fait de l'encaisser, mais pour mieux lui rentrer dedans. Tu vois, elle a des crochets qui sont dévastateurs. Je pense que sa solution, elle vient d'une part avec ses types au corps qui peuvent lui faire mal. Travailler sur ces types, ce type middle et tout ça, parce que c'est une boxe style, mais elle va pas saisir les jambes, Nora. Elle saisit pas les jambes. Non, c'est vrai qu'on l'a pas vu. Non, après, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont kické dans ces combats? Qui ont vraiment cherché à kicker? Calvacanti. Ouais, mais c'était plus un duel de low kick là pour le coup. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, on l'a pas vu, mais même en prépa, on l'a pas vu saisir plus que ça. Donc, front, donc les types au corps qui peuvent l'user, les middle, et après accepter de prendre justement quelques low kicks pour venir placer son overhand, pour venir placer ses crochets et venir capitaliser, c'est-à-dire que quand elle touche avec le premier, de faire quelques enchaînements longs, comme elle a l'habitude de faire, rapide, comme elle fait avec sa boxe qui est très déliée, pour venir lui faire mal. Parce que, ok, elle sera meilleure au clinch, mais je pense qu'en anglaise, dans la distance de l'anglaise, c'est Edwards qui a l'avantage. Edwards a une bien meilleure anglaise que Nora. Pour le coup, ça c'est une réalité. Ouais, je pense aussi. Je pense que si on parle purement anglaise, en tout cas à longue distance, tu vois, en fait, si tu veux, pour moi, quand c'est dans la boîte ou à distance courte, les deux Elle va frappent clincher. fort. Non, mais même si, non, mais tu parles de distance courte, elle va venir clincher, elle va pas chercher à boxer en anglaise, Nora. Oui, mais si jamais on se retrouve dans une distance courte où il y a un échange de crochets, les deux sont assez ouverts et les deux frappent fort. Donc en fait, ça va être à qui touche. Tu vois, c'est trop indécis. S'ils rentrent dans des échanges de crochets, c'est trop indécis pour moi. C'est qui tout double. Donc finalement, il y a pas Oui, grand intérêt. je suis d'accord, sauf que je pense que qu'Edwards est plus précise sur ses enchaînements. Elle a plus l'habitude de rentrer dans ces échanges-là par rapport à Nora, qui rentre pas justement dans des échanges de crochets. Quand elle est touchée, c'est ce que je t'ai dit, elle lève la garde. Ah, Elle va pas chercher à rentrer. Non, mais c'est pas plus mal. Sauf que le truc, c'est que elle lève la garde. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas forcément de mouvement de tête. Elle fait pas de mouvement de tête, elle fait pas de mouvement de buste. Elle vient, elle se met la tête dans les bras et puis en fait limite elle attend que ça se passe, enfin entre guillemets, elle attend que ça se passe, c'est qu'elle va chercher à sortir et tout ça, mais elle va pas chercher à remiser. Il y aura pas de guerre, il y a pas d'échange, il y aura pas d'échange, tu sais, à toi à moi dans ces phases-là. Donc si tu l'as vu, pour moi, tu prends, tu avoines et tu envoies. Crochet uppercut, pour vraiment capitaliser un maximum et faire un maximum de dégâts. Tu vois, quand tu as commencé, comme elle a fait avec finalement avec Vidal, tu sais, tu viens travailler là-dessus et une fois que tu l'as bien attendri debout, là tu commences à l'amener au sol parce que tu l'as usé. Parce que mine de rien, quand tu prends des rafales comme ça, ça t'use, ça te fait baisser ta stamina. Donc derrière, une fois que tu l'as usé debout, en acceptant de prendre quelques frappes, certes, mais pour en mettre plus et plus dur, ensuite tu vas venir l'amener au sol. Et là, elle rentre pas dans le clinch,
parce qu'elle a plus d'allonge, parce qu'en fait, quand elle le fait, Edwards, c'est ça sa grosse force, c'est que elle va pas du tout en fait casser la distance. Elle arrive à garder sa distance de frappe. Elle arrive à conserver son allonge parce que tous ces crochets uppercut, finalement, c'est pas des crochets où devant elle, c'est des crochets larges, tu vois. Crochet uppercut, c'est large, ça part de vraiment très loin, tu vois. Et en mais fait, tu vois, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça qu'elle prend des contres de fou. Parce que justement, ses bras va aller chercher loin. Et à chaque fois t'envoie un cross par au-dessus, elle le prend. Elle le prend pleine tête. Faut-il que derrière, il y ait ce réflexe de renvoyer, tu vois. Le réflexe de Nora, c'est de venir casser la distance dans ces moments-là. C'est de mettre, comme je t'ai dit, elle monte les mains et elle va chercher à coller. Parce qu'elle va revenir dans ce qui la rassure. Et ce qui la rassure, c'est le clinch. Ouais, après, c'est là où je te dis, ce qui va être déterminant dans ce combat, c'est les adaptations stratégiques. Tu sais que t'as tout un camp pour travailler sur quelque chose. Pour moi, ça, c'est une des clés, tu vois. Je te dis, Jocelyne est très ouverte, justement, dans l'échange. Quand elle commence ses séries, il y a une phase où il y a un trou. Et même si c'est pas forcément le jeu de Nora de faire ça, tu peux en tout cas essayer de le mettre en place. Tu peux essayer de le mettre en place. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, bah, tu reviendras de toute façon à ce que tu sais faire parce que ça va être automatique chez toi, c'est-à-dire le clinch, qui pour moi, de toute façon, est une bonne option. Si t'arrives à contrer le hanché de Edwards. C'était déjà une problématique dans la préparation qu'on avait fait avec elle, ce hanché. Mm-hmm. On n'a pas trouvé la solution parfaite. On n'a pas réussi à mettre en place la solution On parfaite. l'avait travaillé, sauf que... Ouais, mais après, il y a la travailler et la rendre, tu sais, vraiment ancrée en toi. C'était pas le cas. Tu sais, en fait, il y a plein de solutions pour contrer ce hanché. On en a vu plusieurs, mais je pense pas qu'on a trouvé la solution parfaite. Moi, je pense que surtout, ça n'a pas été travaillé suffisamment. Je pense qu'on a eu trop de perte de temps et de trucs inutiles, tu sais, qui est venu biaiser tout ce travail-là, tu vois. Non, moi, je me rappelle des solutions qu'on a vues. Je pense pas qu'on avait trouvé la solution parfaite. Écoute. En tout cas, pour le coup, maintenant, il n'y a pas que ce hanché, il y a aussi, comme je te dis, ce crochetage. Donc, il faudra aussi faire attention à ça. C'est-à-dire que quand tu viens en clinch, elle aura tendance à même pas chercher, en fait, à donner sa hanche, mais venir déjà de face et à la crocheter et puis à l'amener au sol de cette manière-là. Donc, ça aussi, c'est peut-être encore plus chiant, finalement. C'est ce que je pense aussi. C'est pour ça, je te dis que dans les adaptations de Jocelyne Edwards, il y a des choses qui me font des warnings, tu vois. Ouais. Ah, mais de toute façon, comme on le dit depuis le début, il y a vraiment un chemin pour les deux. Parce que c'est vraiment ça. Après, tu te mets dans la demi-garde. Dans la demi-garde ou dans la garde. C'est même mieux dans la garde, en fait. Ce serait même mieux dans la garde. C'est même mieux dans la garde. En tout cas, si c'est pour conserver parce que, y a pas forcément d'intérêt, je trouve, pour Jocelyne à chercher à évoluer dans sa position. Si vraiment elle met Nora sur le dos, tu te mets dans la garde. Finalement, une fois que t'es dans la garde, t'as les hanches au sol, donc c'est encore plus compliqué de créer du mouvement. Si tu veux contrôler en tout cas faire défiler les minutes, c'est la meilleure solution. Ouais. Je suis d'accord. Est-ce que t'as des choses à rajouter? Non. Non, est-ce qu'il y a des à côté? Oui, les deux ont du mal à faire le poids. Déjà, pour commencer. Donc, déjà, on verra comment ça se passera là-dessus. En fait, quand je parle de mal à faire du poids, ça veut pas dire qu'elles vont pas le faire, mais ça veut dire que ça laisse des cartouches. Des traces, ouais. On verra comment ça se passe. On a une Nora qui a besoin d'aller chercher un finish. Elle est sur une défaite. On sait que victoire défaite. Il y a eu des histoires justement de poids qui n'ont pas été faits. Bon, elle est dans une KT où pour l'instant, voilà,
sa place est encore là parce que c'est pas la KT la plus chargée et la plus relevée de l'UFC, mais pour le coup, elle aura besoin d'aller chercher une grosse victoire. Surtout sur une adversaire qu'elle a déjà battue à la décision, donc elle va aller elle aura à cœur, et elle le dit de toute façon, aller chercher le finish. Donc attention, parce qu'aller chercher le finish, c'est aussi prendre les risques d'aller chercher le finish. Donc il y a ça. Tu vois, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit attention à ne pas se faire contrer dans cette recherche de spectacle. Tu vois, de gros statements, tu vois. Attention aussi à l'excès de confiance. C'est pas parce que t'as gagné une première fois que tu vas gagner la deuxième. Tu vois, ça aussi, mentalement. Comment elle a abordé le fight. Oui. Comment t'appréhendes une revanche? Parce qu'il y a appréhender une revanche que t'as perdue et appréhender une revanche que t'as gagnée. C'est pas pareil. Tu vois, elle a eu le cas contre Jacqueline Cavalcanti, c'était une revanche. Mais là, elle avait perdu. Et quand t'as gagné, ouais, c'est vrai que tu peux venir en étant plus confiant, en disant je l'ai déjà fait, je vais le refaire. Et c'est pas forcément le cas. Donc oui, à voir. Et Jocelyn Edwards, elle, pour le coup, elle est bien avec cet esprit revanchard. Mais tu vois, je pense pas que elle soit dans l'idée de la mettre KO. Tu vois, je pense qu'elle est dans l'idée d'aller gagner le fight, d'avoir décortiqué, d'avoir regardé ce qu'il fallait faire. Et de mettre les ajustements en place, d'avoir travaillé de toute façon, de voir son évolution et de mettre les ajustements en place pour aller chercher cette victoire. Mais surtout que visiblement, elle a rejoint la team de Shevchenko. Ouais. Donc ça veut dire, de toute façon, on voit bien le travail que fait Shevchenko. C'est toujours des game plans très bien rodés. Donc on peut être sûr que le game plan sera là. Maintenant, il y a, comme on le dit toujours, hein, il y a mettre un game plan en place. Faire un game plan pour battre quelqu'un sur le papier, c'est très facile. Hein. Il y a maintenant, est-ce que tu peux le mettre en application? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, je pense que ne serait-ce que faire séquent avec Shevchenko, il y a pire comme partenaire d'entraînement. On va pas se mentir, il faut dire la vérité. Shevchenko a un niveau de striking meilleur que celui de Nora. Donc déjà, ça veut dire qu'elle aura vécu. Oui, Shevchenko a le meilleur, de toute façon, le meilleur striking de l'UFC, je pense, chez les féminines. Oui, on est d'accord. Donc déjà, ça veut dire que t'as déjà vécu en mieux tout ce que tu vas vivre avec Nora, et puis surtout le game plan que Shevchenko met en place sur ces différents fights, c'est typiquement ce qu'il faut faire contre une Nora Cornell. Donc en fait, elle est capable de le faire. Peut-être que Jocelyn Edwards sera pas capable de le faire. Tu vois, on est d'accord. Mais en tout cas, sur le papier, les choses à mettre en place, les ajustements à mettre en place pour combattre une Nora Cornell, tu peux techniquement tout retrouver dans cette équipe. Chez Shevchenko. Ouais, sur ça, on est d'accord. Maintenant, on sait qu'elle a une lutte, au-delà d'un striking de fou, elle a une lutte incroyable, Shevchenko. Ce que n'a pas pour moi Jocelyn, loin de là même. Elle a des choses qu'elle fait bien, mais on peut pas dire qu'elle a une bonne lutte. Je peux pas dire qu'elle a une bonne lutte, Jocelyn. Elle, comme pour le sol. Simple mais suffisante. Ouais, elle a des armes qu'elle maîtrise très bien. Parce qu'on peut pas dire que Nora a une défense de lutte extraordinaire non plus. Oui, ouais, non, elle a des choses qu'elle fait très bien, Jocelyn. Elle maîtrise son jeu. Donc finalement, c'est prévisible ce qu'elle va te faire. Encore faut-il réussir à trouver la solution. On est d'accord. Pronostic ? Vas-y, je te laisse commencer. Ok, ça va être un pourcentage. Ça va être un pourcentage. Ouais. Je vais mettre 60-40 pour Nora. Et je vois un finish. Côté Nora, je vois un finish. Je vois un TKO. Moi, je pense qu'elle peut vraiment lui faire beaucoup de mal sur le clinch. Là, la faire plier, la finir en ground and pound. Et si c'est de l'autre côté, pour les 40% Edwards, je vois une décision. Je la vois pas la finir. Eh ben écoute, on est d'accord, sauf sur le pourcentage. Je vois un 55-45 Edwards décision ou Nora KO, TKO, en sachant que je le vois dans le deuxième, tu vois.
le temps de le mettre en place, tu sais, fin de premier ou deuxième, tu vois, mais deuxième. Non, je vais rester sur le deuxième round. Mais le premier fight est allé à la décision. Le premier fight est allé à la décision. Je pense que c'est deux combattants qui sont durs. Mais je pense que Edwards en fait, elle a les armes pour aller chercher la décision. Vraiment, pour le coup, elle a les armes pour aller chercher la décision. C'était serré sur le premier combat. C'était unanime. C'est un fait. Je reviens pas là-dessus. Je l'ai dit en début d'analyse. Mais il y a eu des ajustements. Il y a des choses qui ont été mis en place. Des petits trucs qui me font dire qu'elle peut aller prendre juste ce qui lui a manqué sur le premier fight. Et surtout, et c'est pour ça que pour moi c'est très serré, 55-45. Pourquoi? Parce que je pense sincèrement que Nora, elle a pris un coup de pied au cul, que l'analyse que j'en ai faite au mois d'août sur son combat contre Rosa, elle l'avouera jamais, mais vu comment elle a parlé de mon analyse sur Jab Life quand elle était face à Alex Herbinet, qu'elle a fait une diatribe de 45 minutes sur ma tronche, je pense que ça l'a piqué au vif et que juste pour me faire fermer ma gueule, et même si d'elle-même elle dira non mais il s'invente une chose, ta. Non, je pense que comme quand on a fait le premier camp ensemble, que je suis rentré de vacances, que j'ai vu qu'il y avait rien qui avait été bossé, et ça c'est une réalité, et que je lui ai mis un coup de pression, que derrière elle a tout fait pour me prouver dans les 10 jours qui restaient qu'elle était capable de faire tout ce que je lui demandais depuis 3 mois et qu'elle a réussi à le faire. Ça veut dire qu'elle est capable de le faire. Donc, encore une fois, je le redis, elle a des facilités, elle a des facultés, il faut juste qu'elle travaille. Là, je pense que je l'ai piqué au vif, alors que juste par preuve d'honnêteté, et que derrière, elle est partie bosser. Elle est partie bosser à la Gracie Barra, elle est partie bosser sûrement avec d'autres coachs aussi, enfin tu sais, elle a travaillé plus son sol, et je pense que ça peut payer. Donc le problème c'est que tant que je le vois pas, je me base sur ce que je vois. Et jusqu'à maintenant, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu d'évolution positive dans son sol. Au contraire, j'ai même vu de la régression. Parce qu'à part quelques renversements bien timés, pour moi, j'ai rien vu de significatif. J'ai vu une succession de mauvais choix. C'est marrant parce qu'on parle de Julien là, tu sais, quand on commentait les championnats de France, les finales des championnats de France, il était là, tu sais, c'est mauvais choix sur mauvais choix, tu sais, bon choix, enfin les bons choix mènent les bons choix et les mauvais choix mènent les mauvais choix, tu vois ce que je veux dire? Effectivement, Nora jusqu'à maintenant, quand elle était au sol, c'était une succession de mauvais choix, ce qui fait que derrière, ça a conduit à son combat contre Carol Rosa. Carol Rosa, elle sait le faire, mais je pense que même avec un niveau un peu moindre que Carol Rosa, elle aurait pu se retrouver pareil collée au sol et puis sans pouvoir véritablement bouger et s'en extraire parce que succession de mauvais choix, les épaules au sol, impossible de bouger. Enfin tu vois parce qu'elle se mettait pas dans les conditions de pouvoir sortir. Et Jocelyn Edwards, elle a la possibilité de la maintenir au sol pour une Nora Cornol de ce niveau. Maintenant, si elle a évolué, moi je pense pas. Ah non, on sera pas d'accord là-dessus. On sera pas d'accord là-dessus, mais moi je pense qu'elle est capable de le faire parce qu'il y a quand même de l'évolution sur son sur son sol aussi à Edwards. Elle aussi, elle a progressé depuis. Elle a progressé. Je trouve pas spécialement. Bah écoute, chacun je vois pas ce qui qu'il a peut nous faire dire qu'elle a progressé. Bah écoute, en sur tout cas, quel combat tu te bases pour te dire qu'elle a progressé? Bah notamment sur celui contre Vidal là, Vital, ou je sais plus comment elle s'appelait là, où elle arrive à cheminer dans le dos, elle est étranglée dans les dernières secondes. Et puis même dans le premier combat, je te dis, il y a des choses qu'elle a mis en place dans le premier combat, il y a des réflexes qu'elle avait, il y a un orgueil qu'elle avait dans le premier combat contre Edwards qu'elle n'a plus aujourd'hui. Il y a des trucs qu'on avait travaillé qui lui ont servi que j'ai pas vu refaire par la suite. Tu sais, quand tu revois le premier combat, quand elle se met en tipi, tu sais, pour basculer Edwards vers l'avant, ça c'est des choses qu'on avait travaillé à l'entraînement. Quand tu vois ses sorties d'étranglement, quand tu vois les enroulés de bras, quand tu vois tous ces trucs-là, c'est des choses qu'on avait travaillé à l'entraînement, qu'on avait travaillé dans le camp. Derrière, et attention,
attention, je ne dis pas que ça n'a pas été travaillé par la suite. Hein. Je dis pas que je mets aucune charge sur qui que ce soit dans son entourage. Là-dessus, il y a pas de souci. C'est juste que j'ai pas vu d'évolution et au contraire, il y a des réflexes enfin c'était voilà son grappling instinctif, c'était sentir le truc, renverser et tout ça. Mais pour moi, même si allez, admettons, il n'y a pas une évolution de ouf de Jocelyn Edwards. Pour moi, il y avait une régression au sol, pas en lutte. Hein. Je pense que la lutte, elle a été travaillée. Mais quand c'est arrivé au sol, j'ai vu une régression au sol de Nora et son étranglement qu'elle a mis en place contre Cowan. C'est quelque chose qu'elle faisait déjà avant. Elle le fait très bien. Elle a cet instinct. Elle est très puissante. Elle rentre et tout ça. Le dos, elle l'a toujours bien pris parce que, attention, c'était pas son premier étranglement dans le dos. Déjà, quand elle était à l'UAE Warrior, elle avait déjà étranglé comme ça ses adversaires. Ouais. C'est une position dans laquelle elle est à l'aise. Donc c'est quelque chose. Alors oui, c'est bien. C'était très opportuniste. Je le rappelle. Elle arrivait, elle est passée dans le dos sur une erreur de Cowan qui s'est précipité sur son amené au sol, qui s'est fait prendre le dos et derrière elle a su étrangler. Mais comme elle a su étrangler bien avant de nous rencontrer. Donc il y a pas d'évolution. Mais quand tu la vois contre Calvacanti, qui est pas une experte au sol, tu sens qu'il y a des manques. Quand tu la vois contre Rosa, il y a des manques. Quand tu la vois sur les autres fights, j'ai vu des manques. Donc là, ah mais oui, non mais ça c'est une évolution. certitude. On le sait qu'il y a des manques. Bien sûr qu'il y a des manques. C'est pas encore une grappleuse de folie. Moi, je pense juste que le sol est suffisant pour contrer Jocelyne. Après, je sais pas. J'attends de voir. Quand je te dis attention, quand je te dis contrer, comme je te disais, contrer, ça veut dire ne pas prendre de dégâts, ne pas se faire soumettre. Je parle pas forcément de renversement ou de se relever. Il y a un monde où Jocelyne, si elle la met sur le dos, elle arrive à la contrôler. Sur ça, on est d'accord. Ah, sur ça, on est d'accord. Mais dans le cas contraire, je pense aussi, comme tu disais, si c'est Nora qui la lutte et qui la met sur le dos, je pense aussi qu'elle peut la contrôler. On est d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ça, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est qui va amener au sol. Qui va amener au sol. Maintenant, je sais pas si Nora peut l'amener au sol facilement. Je sais pas si ce serait la bonne solution. Parce que quand elle lutte, j'ai l'impression qu'elle dépense beaucoup d'énergie, Nora. Moi, je pense qu'elle peut l'amener, parce qu'elle a la puissance pour l'amener, tu vois, sur une explosion, sur un arraché à la cage, elle peut l'amener. Maintenant, tu sens que quand elle le fait, quand même, c'est coûteux en énergie. Donc, je suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce qu'encore une fois, la puissance prime sur la technique. C'est coûteux en énergie parce que elle joue le physique. Et au sol, c'est pareil, elle joue le physique. Et si t'as une Edwards qui l'amène au sol très tôt dans le combat et la force à faire du sol régulièrement dans le fight, enfin en tout cas tu sais sur des longues périodes, le physique, si en plus elle arrive à la maintenir au sol et à contrer, parce qu'elle le sait, tu sais Edwards aussi elle a appris les datas du premier fight et elle sait quelles sont les forces de Nora et on l'a vu après dans les autres combats. Donc elle aura à cœur de se placer et surtout comme tu l'as dit, elle est avec le camp de Shevchenko. Elle aura à cœur de se placer beaucoup mieux sur ses positions. Même dans la demi-garde, elle aura les hanches beaucoup plus basses. Son centre de gravité sera beaucoup plus bas. Et si son centre de gravité est plus bas, Nora la renversera pas. Puisque les seuls renversements que fait Nora, c'est des renversements où, avec les hanches, elle pousse. Donc si ça ne fonctionne que si tes hanches sont au-dessus de ses hanches. Si tu descends d'un cran, c'est fini, elle se relève pas. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a des ajustements qui peuvent être faits assez facilement de la part d'Edwards pour aller chercher une décision. Maintenant, quid du travail qui a été fait par Nora pendant tout ce temps? Quid du travail au sol? Quid de sa préparation en fait, tout simplement. C'est pour ça que je parle de comment elle a abordé le fight. Elle est toujours très prête dans ses combats, physiquement. Physiquement, elle est toujours très prête. Techniquement, je sais pas. Le dernier fight, elle a pas anticipé une seule seconde le fait qu'on puisse l'amener au sol. Elle a pas travaillé les défenses de lutte. Ouais, contre Rosa. Oui. Contre Rosa. Le dernier fight, la gestion stratégique, elle était pas du tout là, la gestion stratégique. Oui, et contre Jacqueline, la gestion stratégique, elle l'a perdue en cours de route quand elle a commencé à perdre pied. Puisqu'elle engueule son coin. Elle a beau dire ce qu'elle veut, elle engueule son coin.
Elle sort de son fight. Si Quand elle est elle prend dominée, elle sort de le, son quand elle prend fight. le down, ouais. Quand elle prend le down, ouais. C'est même après, c'est bien après le down. C'est dans la fin du fight, dans le dernier round, où elle arrive, tu sais, il lui donne un peu plus de peps et elle fait ah c'est bon, fermez-la. Tu sais, et on le sait très bien, Ah, on l'a c'est dans le vécu. c'est dans le troisième, ça? Je crois que c'est dans le troisième, puisque c'est pas quand elle prend le down, c'est plus tard, où elle sent qu'elle doit rattraper le fight et genre elle bâche ses coachs. Et dans le dernier contre Rosa, quand elle se fait amener au sol la deuxième fois, elle regarde son coin, le camp, tu sais, en faisant comprendre putain c'est de votre faute, tu vois. Donc elle a cette faculté à sortir de son fight. Donc si Jocelyn Edwards, elle arrive à rentrer dans sa tête et elle arrive à la annihiler un petit peu, ça aussi, c'est un game changer. Tu sais, on parle des à côté. Dans les à côté, il y a aussi ça. Attention à rester focus aussi dans le fight. La gestion Tu vois, des émotions, ouais. la gestion des émotions. Et ça sera toujours une force et une faiblesse du côté de Nora. C'est une force parce que ses émotions lui donnent du cœur, mais à la fois, c'est quelque chose où elle peut perdre pied. Ouais. Donc voilà. C'est pour ça que je te dis que ça plus ça plus ça, je peux donner un léger avantage à Edwards. Maintenant, c'est léger, tu vois. Pour moi, je pense qu'elle a tout aussi pour pouvoir la mettre KO. Il y a pas de problème là-dessus. Ou même aller prendre une décision, encore une fois, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est son seul chemin de victoire, c'est pas forcément le KO, puisqu'elle l'a gagné à la décision la première fois. Elle peut encore la prendre à la décision. Là-dessus, il y a pas de souci. Oui, alors oui, Mais mais si décision il y a, je pense qu'elle sera toujours serrée. Parce que ça veut dire que le match a été tendu, entre guillemets. Si vraiment elle trouve la clé, pour moi, elle a fini. ouais. Par contre, côté Edwards, si elle prend la décision, je suis pas sûr que ça soit une décision serrée, tu vois, pour le coup. C'est qu'elle pourrait avoir trouvé la solution pour justement emballer le fight et puis très simplement, hein, juste en l'amenant au sol. Ouais. Il est dur à pronostiquer ce combat, hein. Franchement. Ouais. Ah, je suis d'accord, mais t'as vu ce que je t'avais dit en off quand je t'ai dit j'ai fini mes notes. Je t'ai dit j'ai toujours pas fait de pronostic, j'attends de voir, faut que je mûrisse encore ça dans ma tête. Ouais. Non, il est Et même vraiment encore dur à aujourd'hui, pronostiquer. même Ouais, encore ça aujourd'hui, je peut suis là changer. et ça peut changer. J'ai hâte de voir en fait, c'est pour ça qu'on donne les pronostics tôt, c'est ça qui est dommage, c'est que faut voir les face à face, faut voir les derniers instants de la fight week en fait aussi, de voir l'état d'esprit de chacun. Tu vois, la confiance, le truc, enfin il y a plein d'éléments qui peuvent nous faire changer en cours de route. Là pour l'instant, avant tout ça, voilà le pronostic. Ouais. Ouais. On a fait le tour de ça? On enchaîne avec Strickland contre Fluffy Hernandez, Anthony Hernandez. Donc Sean Strickland, c'est 1m85 pour une allonge de 193 cm, c'est 29 victoires, 11 KO, 4 soumissions, 14 décisions. C'est 7 défaites, 2 KO, 5 décisions. Il a été soumis qu'une seule fois. Petit fun fact, c'était en grappling contre Andy Varela. Andy Varela qui a combattu au dernier UFC BJJ là, qui a perdu contre Morazaki. Mais voilà, Andy Varela c'est pas n'importe qui en grappling. C'était au sujet, Submission on the Ground. Hernandez, c'est 1m83 pour une allonge de 190,5 cm. Dans les proportions, ils sont à peu près similaires. Ouais. Léger avantage pour Strickland, mais c'est pas non plus significatif. C'est 15 victoires, 3 KO, 9 soumissions, 3 décisions, et 2 défaites, 1 KO, 1 soumission, et un no contest. Sa dernière défaite, c'était contre Kevin Holland en 2020. Dans un moment où Kevin Holland était en pleine bourre, parce qu'on sait que Kevin Holland, c'est sa carrière, c'est les montagnes russes, et c'était un moment où il enchaînait pas mal les victoires. Donc voilà. Puis c'était surtout il y a 6 ans. donc pour le coup, il s'en est passé du temps entre temps. Qu'est-ce qu'on peut dire? Strickland, bah c'est Strickland, boxe anglaise, avec des front kicks, enfin une boxe très droit sur ses appuis, du jab, du jab. Ouais, c'est quasi impossible à décrire. C'est une boxe vraiment atypique. Le truc que Strickland, c'est quelqu'un, quand tu le regardes, tu te dis il est nul. Vraiment, quand tu regardes, si tu le vois faire ces enchaînements là, tu te dis il est nul. Le truc, c'est que Strickland, quand t'es devant lui, rares sont ceux qui ont trouvé la solution.
C'est une pression constante. C'est quelqu'un qui avance tout le Ouais. temps. C'est Oui. quelqu'un qui, malgré des gestes qui semblent, tu sais, un peu balourd, mais il a une très bonne défense. Il part très bien les coups. Il est très précis parce que il touche bien, non seulement avec ses types, mais aussi avec son anglaise. Il frappe Avec fort. son jab. Tu sais, les gens disent que c'est une pierre qui te touche quand tu prends Mais le jab. son jab, il te détruit. En fait, voilà, c'est un destructeur, Strickland. C'est un mec qui va marcher sur toi pendant 5 rounds et qui va te faire du dégât. Il va te faire du dégât, il aura très peu de perte d'énergie, puisque de toute façon son rythme il est constant. Il est sur son rythme, donc c'est ça. il n'y a pas de débauche. Plus on avance dans le temps et plus il limite ses accélérations aux 30 dernières secondes du fight, là où avant il pouvait accélérer un peu plus tôt dans le fight. Quand il accélère, c'est le seul moment où il va te placer des crochets, des uppercuts. Véritablement, il va t'enchaîner sur des crochets, des uppercuts. Il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très droit sur sa posture, donc il est très sujet au low kick. Mais vraiment très sujet au low kick. Il les bloque pas du tout. Mais il les craint pas spécialement. Front kick de jambe avant ou jambe arrière. Ah, il y a eu quelques fights quand même où quand même ça l'a bien fait chier, notamment avec Dricus où tu vois les jambes qui plient, tu sais, qui fauchent un petit peu, donc même contre Abus Magomedov là, Nurmagomedov qui aussi avait mis beaucoup de low kick dans le premier round et ça l'avait bien embêté. Ok, mais il faut en mettre non seulement beaucoup et en plus tu peux te faire sanctionner en les mettant. Tu vois, parce que justement, il profite du fait que il sait que tu vas mettre des low kicks pour contrer justement sur ça. Donc pour moi, ça a jamais été un truc vraiment percutant de mettre les low kicks sur Strickland. Il faut le faire, mais il faut pas compter que sur ça en se disant je veux lui casser les jambes et ça va être facile, tu vois. On est d'accord. Bah, de toute façon, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Je vais pas refaire toute la tirade. Donc effectivement. C'est comment dire, en boxe, oui, c'est à peu près tout. Juste voilà, on va faire la boxe d'Hernandez, comme ça sera plus simple de les mettre en corrélation. Lui, c'est une grosse boxe anglaise. Il vient de la boxe anglaise à la base. Plus de très bons low kicks. Il envoie des low kicks. Il a pas forcément plus de jeu que ça. Son idée, c'est de mettre une grosse pression constante avec un mélange entre sa boxe et sa lutte. C'est-à-dire qu'il va venir te boxer, t'envoyer des enchaînements, te mettre de la pression, venir te lutter. Si ça passe pas, il relâche, il revient boxer, il t'envoie des low kicks et puis c'est reparti. Et il y va aussi. En fait, c'est une pression qui est complètement différente entre les deux. T'as une pression où il y a un mec qui t'étouffe sous les frappes et sous la lutte, et t'as un mec qui te met une pression, tu sais, c'est comme dans les films. Tu sais, genre dans Star Wars ou tu sais, ce genre de film où tu sais, tu tombes dans un broyeur, tu sais, t'es là, la porte elle se ferme, et puis t'as les murs qui se rapprochent, c'est petit à petit. La Strickland, c'est un peu ça. C'est un peu le mur qui se rapproche avec, tu sais, ton destin, ton inexorable Ah destin ouais, je vois qui ce que tu... s'avance à toi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que l'autre, c'est vous, il te met des salves, et il t'étouffe, il étouffe ton cardio, tu sais, au fur et à mesure. Ouais. Pour revenir à ce que tu disais sur Fluffy, j'irais pas jusqu'à dire qu'il a une excellente anglaise. Honnêtement, pour moi, il boxe bien. Ce qui fait vraiment sa force, c'est le fait de mixer avec sa lutte, en fait. Bien sûr. Mais si on parle en anglaise pure, je suis pas convaincu qu'il ait une excellente anglaise. Ah, il vient de Ça, l'anglaise. Après, s'il avait ça, une ça, excellente ça, anglaise, il ça- aurait fait carrière dans l'anglaise. c'est un bon boxeur qui trouve énormément de succès parce que justement, de toute façon, c'est très simple. Quand il commence son enchaînement, dès qu'une frappe passe sur ton visage et qu'elle touche ton visage, il est dans tes jambes. Sa boxe est là uniquement pour servir sa lutte. Ouais, après, il a quand même cette faculté à varier les angles et à te toucher. C'est-à-dire que, tu vois, contre Dolidze, par exemple, quand il a vu que ça prenait pas trop sur la lutte, il est venu s'acharner un petit peu plus et s'attarder un petit peu plus sur son anglaise. Il a eu de la réussite. Dolidze, il en a pris plein la tronche quand même. On est d'accord. Maintenant, Dolidze, c'est loin d'être un modèle en boxe, tu vois.
Oui, mais en tout cas, il passe bien, il a bien de, il a, comment dire, il a quand même une responsabilité défensive dans ses attaques, c'est-à-dire il a quand même des mouvements de buste, il va chercher des angles, il y a du crochet, il y a du percut, il y a du direct. Euh, Tu vois, c'est pas un Thomas Pinal qui fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu vois ce que je veux dire? Il va arriver, il va varier, il va remonter, il va redescendre, il va repartir, il va revenir, il va redescendre, il va recrocher, il va te mettre un crochet, il va revenir en dessous. Tu vois, en fait, il va descendre à chaque fois son buste, il va te renvoyer une frappe, et puis après, il va descendre dans les jambes. Ça passe, ça passe toujours pas. Bon, c'est pas grave, je reviens, puis je renvoie, tu sais, je renvoie mon anglaise, et en fait, il y a toujours, tu sais, du circulaire un petit peu dans sa manière de boxer quand il colle à la distance. Ce qui fait que, certes, c'est pas une boxe d'élite, mais c'est quand même assez technique pour pouvoir faire ça. Avoir ce flow continu, tu vois. C'est très technique. Sur ça, on est d'accord. C'est son MMA qui est très technique. Sur la boxe, maintenant, si dans sa tête, il se dit, je vais faire un duel de striking avec Strickland, euh, désolé, mais ça va pas le faire. Il va se faire rouster. Si demain, là, tu leur dis, vous réglez ça debout, il y a même pas match pour moi. Ouais, je suis d'accord. Parce que Strickland, il va le garder à distance, puis il va faire ce qu'il fait avec les autres, quoi. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Ce C'est qui surtout tombe bien, c'est que que, c'est un combat de MMA. Donc c'est pas ce qui va arriver. J'ai du mal à voir un Fluffy se dire, tiens, pour ce fight-là, je vais rester debout. ouais, on est d'accord. Maintenant, le truc là où Fluffy, il est fort, c'est que pour mettre en place justement ça, il a besoin d'avancer. Là, on se retrouve comme souvent hein, avec deux mecs qui ont besoin d'avancer, deux mecs qui mettent la pression, et ça va être vraiment déterminant pour moi celui qui arrive à avancer. Fluffy, on le disait, il envoie son enchaînement d'anglaise pour shooter dans les jambes. S'il recule, il peut pas faire ça. S'il Oui. recule, ça devient très compliqué. Donc c'est ça, tu vois, ça c'est un détail vraiment déterminant. Qui va avancer? Qui va avancer? Le truc, c'est est-ce qu'on a déjà vu Strickland reculer? On l'a déjà vu, en tout cas, peut-être pas reculer, mais être Mais stoppé ne pas avec avancer un Dricus contre Dreyfus. Duplessis. Ouais. Voilà. Et si on l'a vu avec un Abus Nurmagomedov, putain, j'ai un trou de mémoire. Abus, on va l'appeler Abus, Abus Dumbledore. Qui dans le premier. Je le sentais venir. Je le sentais arriver. Ah, écoute, hein, on se refait pas. Qui a su dans le premier round, mais il s'est cramé. Mais parce que Abus c'est pas non plus Fluffy. Qui a su faire reculer suffisamment Strickland pour ensuite arriver même à l'amener au sol à la cage. Donc il a su le faire avec de très bons low kicks, avec une pression constante. Après c'était pas hier, hein, c'était avant-hier, mais il a su le faire. Je trouvais Strickland moins galbé physiquement, tu vois, à cette Je suis époque-là. d'accord. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a même entre eux là, entre Fluffy et Strickland, il y a une différence physique. Strickland, je le trouve vraiment énorme. Il est énorme, de plus en plus énorme. Exactement. Bon, je suis d'accord avec ça. Mais en tout cas, oui, mais par contre, ça présage pas de la force, hein, parce que je pense que Fluffy Hernandez a une force de mule pour le coup, parce que pour faire ce qu'il fait à différents adversaires comme un Rodolfo Vieira, qui est quand même un monstre de puissance, quand même physique, c'est sur la lutte, pour faire, enfin, tu vois, même Dolidze, c'est pas le moins puissant, tu vois, dans la catégorie, je pense. Et il a quand même réussi à rivaliser, voire à dominer en termes de puissance des adversaires comme ça, quoi. Donc je pense il a pas à rougir niveau puissance. Puis surtout parce qu'il techniquement aussi c'est propre ce qu'il fait. Donc ça, encore une fois, hein, quand on Techniquement, manque de c'est puissance, c'est propre. la technique qui prend le relais. Donc la Je technique pense c'est propre. je pense qu'il a une excellente endurance musculaire. Ça veut dire que l'effort, il est capable de le reproduire sur les 5 rounds sans problème. Surtout sur les phases de grappling et de lutte. Mm. Ouais, tu sens qu'il se fatigue pas, il est toujours aussi actif. Plus les rounds passent, plus il est actif même. Ben oui, parce que plus le rythme de l'autre baisse, donc en plus lui il maintient son Ouais, rythme en fait lui il finalement. maintient son Mais rythme. tu vois l'écart quoi. C'est ça. Le truc c'est que Strickland de son côté lui aussi, en tout cas quand il est dans son rythme à lui, et c'est une de ses forces, c'est d'arriver justement à te mettre dans son rythme à lui. Mhm. Bah lui aussi, il a un très très bon cardio, tu vois. Il a une très bonne défense de lutte. Mm.
Oui, Ça ça aussi. c'est voilà, faut le noter. Il a une très bonne défense de lutte, il sait très bien se relever, il défend très bien les soumissions, notamment les étranglements arrière. Parce que contre Abus Dumbledore, il se fait amener, il se fait prendre le dos, et derrière il se fait, il a les bras pour mettre l'étranglement. Et tu vois un Strickland qui met le bras de l'autre côté de la tête, il se relève, et puis merci, bonsoir, ça a duré 2 secondes, et je crois que c'est là où en fait Abus il a dû craquer complètement, il s'est dit putain je me suis pris la tête à l'amener au sol, et il s'est relevé comme il l'a voulu, quand il l'a voulu, et à une vitesse folle, et est-ce que vraiment je suis en capacité de... Puis après derrière il a mis son accélération, et là il a craqué complètement sous la pression. Parce qu'il a senti quand même que dans le round 2, il pouvait pas se permettre de subir de cette manière-là, et c'est là où Strickland s'est mis à accélérer. Je suis d'accord. Donc grosse défense, effectivement. Ouais, une grosse défense, que ce soit sur les coups ou sur la lutte. Ce combat aussi, il est pas évident. Ce combat, il est pas évident parce que pour moi, c'est le premier gros test. Parce que je Mm. compte pas Allen comme un gros test. Pour moi, il est encore en dessous des gros noms de la KT. Donc c'est le premier vrai gros test pour moi de Fluffy. Oui, je suis d'accord. C'est ce que je me suis dit en revoyant les adversaires et tout ça, je me suis dit exactement la même chose. Et Maintenant, il a ça les armes pourrait pour le passer. passer. Eh ben, franchement, je suis pas sûr. Tu vois, quand je voyais le combat annoncé, alors si c'est Strickland, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, hein, en prenant en compte le fait que c'est possible que le mec s'entraîne à moitié et qu'il n'en a plus rien à foutre. Mais si c'est le Strickland qu'on a toujours connu, en tout cas sur ses derniers fights, franchement, pour moi, ça va être compliqué pour Hernandez. Ouais, après, c'est quoi les derniers fights de Strickland? C'est Paulo Costa C'est qui a fait c'est un Costa, ouais. non-fight, tu vois? Attends, je vais revenir dessus, mais Strickland, c'est justement quand j'ai vu les derniers fights, je me suis dit, ouais, en même temps, Strickland, c'est pareil, c'est pas non plus extraordinaire. Tarzan. On va bien le voir débarquer en slip, bon, bref. Euh, slip léopard. Euh, donc, c'est Israël Adesanya, ok, il est devenu champion à ce moment-là. Il est juste après le combat contre Abus Magomedov. Et en Ensuite, plus, on lui cassant la gueule. Donc ouais, je sais plus, je crois qu'on aura peut-être eu un problème technique, c'est pas grave, on va voir. On va revenir sur un petit peu plus tôt, donc s'il y a de la redite, excusez-nous. Euh, donc, on parlait d'Israël Adesanya. Israël Adesanya, ok, il l'a affronté, il l'a battu, mais c'était un moment où il était carrément plus dedans. Après, il fait Dricus hyper. Dricus qui avait un style relativement similaire, tu sais, à ce que peut être mis en place justement par un Fluffy, tu sais, avec un savant mélange de lutte et de boxe, même si lui aussi il n'est pas très orthodoxe Ouais, dans sa ouais. manière de boxer, Dricus du Plessis, on est d'accord. Puis après il y a le rapport de force aussi. Paulo Costa il gagne, mais bon, le combat il était plus laborieux, tu meurs, et après il rebat contre Dricus, il repère contre Dricus, qui lui a fait le premier combat en mieux, tout simplement. Mm. Donc avec un blueprint qui avait très bien fonctionné euh, sur le premier fight. Écoute, pour moi, pourquoi je me dis qu'il y a une possibilité pour Fluffy, c'est sur la pression qu'il va mettre en lutte. C'est-à-dire que la lutte qu'il fait, c'est une lutte qui est pas, comment dire, au service de Strickland. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Strickland, tu vas le mettre dos à la cage, il va se relever. Tu vois. Par contre, Fluffy, ce qu'il fait, c'est qu'il te met pas dos à la cage. Il t'amène pas forcément pour te mettre dos à la cage. Il t'emmène pour arriver derrière toi. Tu vois, pour changer de position. C'est-à-dire qu'il, tu vois, c'est pas, je prends une position, si je la perds, c'est fini. C'est qu'il a quand il est au sol, il a cette faculté à anticiper ce que tu vas faire. Il te suit très bien. Regarde, tu vois, avec Dolidze, il venait, il roulait à chaque fois pour essayer de rentrer dans les jambes. Il ressortait, il reprenait une autre position, il venait le contrôler, il savait exactement où se poser sur la tortelle de Dolidze pour éviter De toute d'être façon, embarqué dans son jeu. de toute façon, Il joue, pour moi, la turtle, c'est la position qu'il maîtrise le mieux quand il est au-dessus.
Et si tu regardes bien, c'est la position que tous les combattants prennent pour se relever en fait. Et bah lui, il a un contrôle sur cette position. Tu sais, il vient mettre son tibia en barrage, soit sur ton mollet, soit il vient mettre sa jambe entre tes jambes, soit il vient mettre un crochet, juste un seul à l'intérieur. Et il est très efficace sur le grand hand pound. Il est très dangereux sur toutes les formes de soumission, que ce soit l'étranglement arrière si tu ouvres un peu la tête, ou la guillotine, ou le bras-tête, ou il est très menaçant. Voilà, tous les étranglements, tout type Oh non, voilà. d'étranglement, c'est ce qu'il Tout maîtrise. ça c'est maîtrisé, mais surtout cette faculté à en fait te mettre énormément de pression, tu sais, sur le haut du dos pour te planter dans le sol et pour que tu n'aies pas cette possibilité de te relever. C'est vrai que son Mm. positionnement sur ça, il est parfait. Moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué sur lui en fait. C'est quand il arrive dans cette position, voilà. Ça veut dire qu'il te fait tomber, oui. Toi, tu vas prendre ton chemin habituel pour te relever, c'est-à-dire te remettre en turtle et chercher à te relever. Mm. Sauf que finalement, tu te rends compte que non, ça marche pas avec lui. C'est ça, c'est ça. Et en fait, toute la question, c'est de savoir est-ce qu'il est capable d'amener Strickland au sol. Parce que moi, je pense que s'il l'amène au sol, même si d'habitude il a des facultés pour se relever, je pense que là, ça serait très compliqué pour Strickland qui sortirait de son schéma habituel de travail, tu sais, où il ne se fatigue pas parce qu'il gère le rythme et le tempo du combat. Là, je pense qu'il va beaucoup plus l'user et je pense qu'il y a moyen qu'il le fasse craquer sous la pression, comme il a fait craquer les autres. Enfin, faut pas oublier que c'est le premier à avoir soumis Rodolfo Vieira en MMA. C'est le premier à avoir soumis Dolidze en MMA. C'est un peu le mec des premières fois. Tu sais, Strickland n'a jamais été soumis. Or, Suge, Submission Underground, où c'est lui-même qui s'est retourné et qui a donné son dos à Andy Varela. Je sais pas si tu te souviens de Si, si, je cette me phase, rappelle. mais je pense qu'il a les armes pour le faire craquer. Alors après, de là à le soumettre, peut-être pas. Même si on sait jamais. Mais en tout cas, pour le coup, je pense que la pression qu'il va lui mettre, parce que il doit éviter à tout prix les types, il doit éviter à tout prix les front kicks de Strickland. Il doit éviter à tout prix les jabs, on est d'accord. Quel est le meilleur moyen de le faire? C'est de lui rentrer dedans, c'est de faire ce qu'a fait Abus Magomedov, c'est-à-dire ce qu'il fait très bien en plus Hernandez, Born to be alive, c'est de mettre. Ah putain, c'était son cleuron, c'était Patrick. C'est ça. Ah mon dieu. C'est de lui mettre des low kicks, son anglais, au service de sa lutte, et après de le harceler et de venir chercher single leg, boum, je passe dans le dos, boum, j'essaye de l'amener sur l'avant, clac, je le crochet, je l'emmène au sol, je l'emmène au sol, je le maintiens au sol, il se relève, tant pis, casse la tienne, je reboxe en anglais, je redescends dans les jambes, et en fait, rester à cette très très courte distance dans laquelle il excelle, et en fait, quand il commence dans le début du round à rentrer dans cette courte distance, ne plus jamais en sortir. Ne plus revenir à la distance en fait de Strickland, cette distance qui est une distance plus longue, c'est toujours arriver à casser cette distance et après de le laisser là-dedans jusqu'à l'user et lui mettre la pression. Oui, oui, sur le papier, c'est le game plan à faire, ça c'est sûr. Maintenant, de ce que je vois, moi je vois pas le combat se dérouler comme ça. Je vois l'inverse. En fait, je le vois lui subir la pression. Alors oui, il y aura des phases de clinch. Je pense pas qu'il fera tomber. Ça sera pas systématique. Donc il y aura des moments où il peut le faire tomber. Hein. Il ne fera pas tomber sur chaque tentative. Donc ça reprendra le rythme de Strickland et ainsi de suite. Et finalement, en fait, le mec qui va imposer son rythme sur ce combat, c'est l'autre qui va se fatiguer. Tu vois, même si c'est pas un rythme élevé, le fait de subir, c'est toi qui vas te fatiguer. Et je vois plus Strickland imposer son rythme à lui. Écoute, à voir. À voir. Je veux juste vérifier une chose. Anthony. Tony. Il est où Tony? Je veux juste revérifier une chose. Parce que j'ai un petit trou de mémoire. Contre Dolidze, c'était un 5 rounds. Contre Michel Pereira, c'était un 5 rounds. Il a l'habitude des 5 rounds quand même.
Oh oui, non, Parce il a que il l'habitude des gagne 5 contre rounds. Michel Pereira au Grand Pound round 5 et il gagne sur étranglement arrière au round 4 contre Dolité. Non, parce que je voulais voir en fait si le rythme qu'il mettait, c'était un rythme qu'il mettait sur 3 rounds ou s'il était capable de le mettre sur 5. Non, non, il est capable de Et le il est mettre. capable de le mettre sur Il est 5. capable, mais tu vois, en fait, c'est quand même quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps pour finir. Il a besoin de construire son truc. Ah, honnêtement, j'ai du mal à le voir faire 5 rounds dans la cage avec Strickland. Je pense que les dégâts, la pression qu'il te met, c'est quelque chose qu'il n'a pas rencontré encore. Moi, je pense que ça dure pas 5 rounds avec Strickland. Si jamais, en fait, s'il arrive à à trouver l'opportunité, tu sais, de l'amener au sol, je pense que ça va pas au bout des 5 rounds. Tu Loin de là. penses? Tu penses que si Pereira il peut aller au bout de 5 rounds, Strickland il peut pas? Et quand même, moi je vois un monde d'écart entre les deux. Ah, c'est deux styles différents. Puis c'est à deux moments différents aussi. Parce qu'il y a une évolution quand même pour moi, pareil, de Fluffy, tu sais, petit à petit aussi. Il y a une prise de, il y a une prise de confiance, tu sais, il y a pas mal de choses. Je sais pas. Écoute, je sais pas. Faut voir. Puis Strickland, t'as quelque chose à rajouter techniquement? Non. Strickland, ça fait un an qu'il a pas combattu. C'est ce que Si je on te prend les à dis. côté. Ah, mais c'est ce que je te dis. C'est pour ça que je me base dans l'analyse de toute façon, comme d'habitude, hein. On se base sur la dernière version qu'on a vue du combattant. Sur le ring rust, etc., sur son état de forme, sur sa motivation, ça, c'est quelque chose que je peux pas prendre en compte. Ouais. Donc, C'est vrai que écoute, je sais le pas. momentum, il est du côté d'Hernandez, clairement. Bah, c'est ça, t'en as un qui est en pleine bourre, Hmm. Mais qui est en si, pleine confiance. ouais, non, mais ça c'est sûr. Maintenant, si je prends la meilleure version de Strickland qu'on a eue et le Hernandez de maintenant, là, je vois Strickland, franchement, je vois Strickland le battre assez clairement pour moi. Et j'aimerais me tromper, je te le dis. Ah oui, ça, je te comprends parfaitement. Écoute, je sais pas, hein. Je l'ai tellement vu faire craquer des gens sous la pression. Mais qui? En fait, vraiment pour le coup, tu sais, ce qui m'a vraiment encore plus convaincu, c'est vraiment ce qu'il a fait à Dolidé. Il a vraiment réussi à l'annihiler complètement, quoi. Dolidé, c'est pas le meilleur des combattants, on est d'accord. Je vais pas te dire, je vais pas inventer un Dolidé comme un combattant d'élite et tout ça. Mais franchement, le l'annihiler à ce point-là, Je me rappelle plus, il y a eu un combat d'Olidze Strickland? euh, est-ce qu'il y a un combat d'Olysée de Tricot? Je me rappelle pas non plus. Je Euh, me rappelle. Non, je crois pas. je crois Je pas, pense hein. pas. Non. Parce que pour moi, Strickland, il lui roule dessus. Tu vois, c'est pour ça, en fait, je suis pas... en fait, on retient le truc parce que c'est vraiment quelqu'un qui... Voilà, ça a été le premier à le soumettre, tu vois. Alors, ouais, ouais. Alors, attends. Je suis d'accord avec toi, hein. Pour moi, Strickland, il roule sur Dolidze tous les jours. Bien sûr. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est pas le même genre de jeu. C'est pas le même style. C'est pas le même style. C'est pas le même style. Et c'est pour ça que on peut pas parler de maths. C'est pas possible. C'est, non, c'est pas possible. On peut pas parler. C'est pas des maths. On le sait. Le MMA, c'est pas des maths. Mais bon, 9 soumissions sur 15 victoires. Dolidze soumission. Brendan Allen, il lui a roulé dessus aussi. Même si c'est pas le même niveau que Strickland. Michel Pereira, Grand Pound, TKO. Roman Kopilov, étranglement. Chabazian, Grand Pound, round 3. Marc-André Barrio. Arm Triangle, round 3.
Après, ouais, je suis d'accord, c'est pas le même niveau. Rodolfo Vieira qui soumet en round 2. Après, on sait que Ouais, Rodolfo, en dès que tu lui mets un peu trop la MMA, pression, en ça y est, il MMA, ça craque. compte pas. On est d'accord, il craque. Il craque, mais il l'a soumis. C'est-à-dire que pour le coup, même si Non, en mais MMA ça compte pas, il a soumis un mec amorphe. J'ai re-regardé le combat, justement, là. ah oui, Non, mais il en peut plus, il c'est en peut même plus. pas, Il est il a au les bout du bout. mains, c'est même pas, il a les mains basses. C'est, il a les mains le long du corps. À un moment, il prend un coup de coude, ouais, j'étais mort. Il prend un coup de coude, il bouge Ah, je même suis plus. d'accord. En fait, il a même pas assez de force pour tomber KO. Le mec est cuit. Non, non, je suis d'accord avec toi. Il y a juste Kevin Holland, effectivement, qui lui envoie un genou au corps. Alors j'entendais, tu sais, sur Jab Life, il disait que oui, il fallait qu'il fasse attention au corps, avec les types au corps et tout ça, parce que Kevin Holland, il avait mis un genou au corps et qu'après il avait fini en grande pente. Mais bon, on parle d'un genou de Kevin Holland, le mec, ses genoux, vas-y, quoi, Oui, non, non, ils sont non. rocailleux, ils sont Euh, rocailleux. les types de Strickland, de toute façon, ils ont pas cet objectif-là. Tu vois, on Non, n'a jamais vu Strickland faire plier un mec sur un type au corps. Strickland, c'est surtout pour maintenir la distance. Tu vois, en fait, c'est des coups d'arrêt qu'il met. C'est relou, ça te repousse, ouais, ça te creuse parce qu'il y a la répétition. Mais non, il le pliera pas sur un coup comme ça. C'est même pas sa volonté, en fait. ouais. Écoute, je sais pas. C'est vrai que effectivement, quand tu vois le niveau d'adversité, on l'a dit, c'est son plus gros test, donc on peut pas avoir de certitude. Maintenant, je sais pas, j'ai envie d'y croire, ne serait-ce que sur la dynamique des deux. C'est vraiment ça. En fait, le truc où on peut se faire avoir, c'est et ça, et la dynamique, et le fait que le style de Hernandez, c'est un style qui est très agréable et qui fait plaisir à voir. Franchement, c'est beau quand tu le vois rouler sur les mecs. Ça fait Oui, plaisir. C'est un mec que t'aimes voir combattre parce que il y a de l'engagement et parce qu'il déroule en fait. Tu vois, il fait un beau MMA. Au contraire de Strickland qui a un style dégueulasse. Hein. Tout le monde le sait de toute façon. Mais encore une fois, force est de constater combien de fois Strickland devait se faire rouler dessus et combien de fois il arrive avec sa garde dégueulasse, il te marche dessus et tu vois les mecs sans solution. Et il l'a fait à des bien meilleurs boxeurs, à des mecs tout aussi dangereux. Je me dis pourquoi pas en fait. ouais, mais regarde, quand tu regardes, il perd à la décision contre Jared Cannonier, il perd, bon, TKO contre Alex Pereira, ok, d'accord. Euh, tu vois, enfin, Mais tous les mecs que tu cites là ont été soit champions, soit contenders. Là, c'est un autre oui, niveau encore. mais ça, on peut pas le On savoir, peut tu pas le sais, c'est savoir. encore une fois, Voilà, voilà, c'est c'est ça, un pari sur le futur c'est que là. ça se trouve demain, c'est le futur contender, donc ça, on peut pas le savoir, ça c'est sûr. Parce qu'après, contre Nassourdine, ça compte pas, c'était pas Sifla, là, le poids qu'il faisait le jour du combat, en short notice. Écoute, je sais pas. Moi, je te dis, c'est juste si je me fie sur ces derniers combats, parce que, tu sais, quand tu parles de dynamique, tu vois, bon, il perd deux fois contre Dricus. Dricus a sûrement les armes pour le battre, ok, d'accord, et la puissance pour le battre. Mais Paulo Costa, franchement, honnêtement, cette victoire, moi, elle a pas lieu d'être. Enfin, quand je dis elle a pas lieu d'être, c'est-à-dire que c'est que l'un comme l'autre, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de fight. Il n'y a pas de fight entre les deux. D'ailleurs, on va parler de Paulo Costa dans l'actu de cette semaine. J'ai peur. Mais en tout cas, pour le coup, ouais, ce combat, il n'a pas lieu d'être. Je suis S'il le d'accord, gagne, mais si c'était tombé de l'autre côté, ça m'aurait même pas choqué. C'est un non-fight. oui, c'est un non-fight, mais un non-fight, il y a plein de combattants qui ont fait des non-fights. C'est pas pour ça que le fight d'après, ils ont pas performé, tu vois. Enfin, Bah, il n'a pas performé, il s'est fait taper par Dricus derrière. oui, il s'est fait taper par le champion. Ce que je veux dire, c'est que faire un non-fight, ça arrive à plein de combattants. On peut pas juger de son niveau sur un non-fight. En fait, le truc, c'est pourquoi derrière j'ai un petit souci là avec lui, et pourquoi je pourrais parier pour justement pour Hernandez, c'est que vraiment pour le coup là, ces derniers temps, et ça fait un moment, sorti du combat contre Adesanya où il a accéléré très tôt dans le fight, puisqu'il a touché, donc il a senti qu'il l'avait touché, donc il a accéléré. Sur tous les autres fights, en fait, il fait rien. Il fait rien de tout le fight. Il accélère juste dans les 30 dernières secondes.
Et même contre Dricus, en fait, quand tu regardes son dernier combat contre Dricus, il fait un non-fight aussi. Il fait le même fight que contre Paolo Costa. Sauf que Dricus, lui, il fait un fight. Là où Paolo Costa n'en a pas fait un. Et il y a que dans les 30 dernières, Euh... et encore, je te dis les 30 dernières secondes, je suis gentil, où il accélère. Mais il fait rien de tout le fight. non, Il envoie quelques jabs, quelques fronts, quelques tips, tu vois, hmm. et ça s'arrête là. Et je me dis que s'il fait la même chose contre Fluffy, là, il va pas imposer de rythme, puisqu'il n'y a pas de rythme. C'est qu'il n'y a même pas de volume, il n'y a rien, quoi. Oui, sur ça on est d'accord. S'il fait pas son jeu habituel, s'il vient pas pour combattre, le rythme que va lui imposer Fluffy, de toute façon comme je te dis, hein, pour moi le mec qui va avancer dans ce fight va gagner. Ouais. Ben, pour le coup, là, sur les derniers fights, que ce soit contre Costa ou que ce soit contre Dricus, il n'a pas avancé. Mais pas du tout. Il est resté sur place. Il était spectateur de son combat. Il nous a fait une Yoel Romero contre Adesanya, tu sais. Voilà, milieu de Ouais, mais cage, puis on en parle plus. en tant que bon pro-Trump, je pense que le Mexicain là, il passera pas. Voilà, dans sa tête là, il est en guerre. J. Hernandez là, Comme ça il était en passera guerre pas. contre les Dagestanais. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, on verra. Tu veux dire qu'il a laissé Dricus passer parce qu'en fait, il y a, selon Trump, il y a un génocide de fermiers blancs en Afrique du Sud, donc par solidarité, il l'a laissé passer. C'est ça que tu es en train de me dire? C'est possible, c'est possible. Bah, écoute, réponse dimanche. Réponse samedi. Enfin, dimanche, oui, ce sera dimanche matin. Écoute, pronostic. Moi, je vois quand même 1,60-40. Allez, je pose ça là. Soumission d'Hernandez. 3 ou quatrième. Quatrième, allez, je vais dire quatrième round. Quatrième round. Il le fait craquer. Puis au bout d'un moment, Strickland lui donne le dos. Et puis il le soumet. Et puis merci, bonsoir. Ou sinon, une décision laborieuse, 40%, mais laborieuse de Strickland. Où vraiment, il arrive à garder Hernandez à distance sur 5 rounds. Tu vois, même quand je le dis, je te jure, j'ai du mal à le voir. Mais pourquoi pas? Allez. Et il prend une décision. Mais il ne le finit pas, par contre, ça c'est sûr. Là, je suis pas aussi sûr que toi. Je suis pas aussi sûr que toi. Et moi, je vais aller à l'opposé. 60-40 Strickland. Sur quoi? Décision ou finish? Moi, je dirais quand même plus décision. Même si un TKO me ferait pas tomber de ma chaise. Je pense qu'il peut vraiment lui faire mal de dos. S'il vient avec cette volonté-là de faire du dégât. Donc s'il vient en mode gestion, Hmm. je pense il peut prendre les 5 rounds. Et donc le 40, tu vois quoi? Je vois une décision aussi. Je vois une décision de Fluffy. Ok. Quel round? Ça faisait longtemps que je te l'avais pas fait celle-là. Eh ben écoute, pourquoi pas. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on est, enfin, c'est rare, mais en tout cas pour le coup, on est Ouais, chacun, on n'est pas d'accord. voilà, Sur les deux on fights. n'est pas d'accord sur les deux fights. Voilà, comme ça, on sera pas d'accord. Juste sur le fight d'avant, n'allez pas voir quelconque animosité sur le fight, sur mon pronostic. C'est un pronostic qui a été fait avec des arguments d'1 heure et demie juste avant. Hein. Donc bon, voilà, n'ayons pas peur de le dire. Je préfère le préciser quand même au cas où. Euh, Donc, euh, donc bon, ok. Bah écoute, on va voir. Il y aura une team Rolly, une team Jarod sur ce fight-là. On verra enfin sur cet événement-là. On verra ce que ça donnera. Bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour de ces deux combats. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé aussi à décortiquer les tenants et les aboutissants de ces quatre combattants, on va dire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous aussi retirez de ces deux fights, de nous donner aussi vos pronostics pour faire notre petite liste, voir qui a raison, qui a tort, comme d'habitude. Et puis, savoir si vous êtes plus Team Rolly ou Team Jarod. Et puis, voilà. Et en fin de semaine, on va essayer de faire une actu. Moi, jeudi, t'es dispo jeudi
pour l'enregistrer? Parce que moi, je vais être un peu short. On va voir. Ou alors, il va falloir qu'on fasse une actu vraiment timée, carré, cadré. On va voir. Parce que j'ai un petit rendez-vous. Donc, bon, on va faire au mieux. En tout cas, pour vous sortir ça dans les meilleures conditions d'ici la fin de semaine. Et puis, bah, en attendant, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Le lien Tipeee en description aussi de cœur vous en dit. Le lien vers un portefeuille avec le code TATAMI10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Et puis en attendant, bah, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.